Autodéfense entrepreneuriale, qui est un programme qui est proposé par Noon et qui est donc un salon de thé culturel dont la programmation est sur le site internet salon-noon.fr et un programme qui est donc coproduit avec le studio Upendo. Donc j'ai la chance de co-animer donc ces conversations sur le thème donc, de l'entrepreneuriat, vous l'aurez compris, mais pas l'entrepreneuriat au sens large, au sens général, mais plutôt l'entrepreneuriat en tant que méthodologie ou en tant qu'état d'esprit ou même de pensée, de mode de pensée de ceux qui créent en milieu hostile et donc qui créent à contre-courant. Donc c'est une conversation que j'ai la chance d'animer avec mon cher ami brillant et passionnant Virgile Goyer. Donc tu es enseignant à l'école de la Cambre à Bruxelles et aux Arts décoratifs de Paris. Tu es spécialiste des nouveaux modèles d'organisation. Et donc avant de présenter notre invité du soir, est-ce que tu pourrais nous dire 2 mots sur ce cycle ou est-ce que j'ai bien présenté? Non, c'est parfait. Oui, c'est ça, c'est de prendre l'entrepreneuriat comme méthode d'action et pas seulement comme au-delà de la création solitaire ou même des questions technologiques, et de le prendre comme méthodologie qui peut être appliquée à énormément de champs, notamment les champs artistiques, dont on en parlera, mais c'est pour ça que c'est tellement intéressant d'avoir Oussama ce soir. Donc justement, donc ce soir nous avons la chance de recevoir Oussama Hamar, donc je ne pensais pas avoir à te présenter, mais visiblement tu n'es pas connu de tout le monde, malgré le fait que tu sois une superstar sur internet, avec un nombre incalculable de vidéos en ligne, tu es une sorte de grand gourou du développement personnel, évidemment grand influenceur de tous les jeunes et moins jeunes entrepreneurs. Et donc pour faire simple, tu as 35 ans, tu es investisseur, tu as monté plusieurs boîtes dans ta vie, tu es cofondateur de The Family, un incubateur qui a accompagné plusieurs centaines de startups. En 2017, la valorisation totale des startups du portefeuille de The Family a franchi le seuil du milliard. Donc ça, est-ce qu'il y a une donnée updatée, mise à jour depuis 2017? Ouais, beaucoup plus. Beaucoup plus, bon, j'imagine. Et donc aujourd'hui, tu t'investis particulièrement dans le domaine de l'art numérique et des NFT, donc c'est d'ailleurs le sujet de la conversation de ce soir. Et donc tu t'es lancé dans une collaboration assez inédite avec l'artiste Sofiane Pamar, ouvrant, je cite, la voie à des modèles inédits d'utilisation des NFT. Alors, si vous ne savez pas donc, ce que c'est qu'un NFT, on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Oussama Hamar, bonsoir. Bonsoir, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très, très heureux de vous recevoir en vrai. Donc, bientôt, je pense qu'on fera des conférences dans le Metaverse avec des casques sur la tête. Donc, on en profite de pouvoir faire des conférences dans la réalité réelle. C'est Virgile qui a eu l'idée de t'inviter. Donc, il me semble que vous êtes amis. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment vous êtes rencontrés et pourquoi ce choix? Virgile, il a eu les 3 statuts avec moi. Ça a été mon étudiant, mon stagiaire et mon ami. Ouais, c'est ça. Évolution Est-ce que ça va évoluer encore plus? Comment? Est-ce que ça va évoluer encore plus? J'ai voulu en faire mon amant, mais il a pas voulu. C'est ça, les bases sont posées pour les C'est ça, voilà. Non mais vraiment, on est très très heureux de t'avoir ce soir. Et en fait, pour l'anecdote, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a fait donc cette première soirée en fin novembre et sur justement ces questions des outils pour la création. Et le lendemain, tu m'avais invité chez toi à dîner. Et alors, normalement, on était censé être 2, mais avec Oussama, c'est toujours, on ne sait jamais trop. Là, je suis arrivé, ils étaient 15, et dont Sofiane, justement, ils étaient en train de lancer le projet Piano King. Et donc, je suis arrivé avec pas un bouquet de fleurs, mais quasiment, je crois que j'avais un livre à peu près. Un livre. Et donc, il y avait des développeurs, il y avait des graphistes, il y avait Sofiane qui faisait la BO au piano pour le lancement du lendemain. Et en fait, c'était extraordinaire parce que moi, j'ai reconnu à ce moment-là, tu venais de quitter The Family, je crois, et à ce moment-là, j'ai reconnu ce que tu faisais pour Sofiane à ce moment-là, tout ce que je te vois faire depuis 10 ans. C'est-à-dire ce travail que tu fais avec les entrepreneurs de focus, de création de communauté, d'accompagnement en fait, et de découverte. Et je t'ai vu le faire avec un artiste. Et un artiste qui est d'ailleurs Sofiane Pamar, si vous ne le connaissez pas, qui est quelqu'un d'extraordinaire et qui est pianiste, notamment pour beaucoup de rappeurs et en son nom propre, et qui vient de faire Salle Comble et Debout à la salle Playel, donc qui est hier, il me semble. Hier. D'ailleurs, on est très heureux de t'avoir quand même, parce que si j'ai bien compris, pour toi, la soirée a duré jusqu'à aujourd'hui. Et non, donc en fait, c'est exactement ce qui nous intéresse en fait. Ça colle pile poil. Et donc on a beaucoup de questions à te poser.
Mais moi, il y en a une que je commencerai très simplement, même avant de parler des NFT, etc. Mais très simplement parce que moi, c'est celle que j'ai envie de te poser en fait depuis ce moment-là. Toi qui as l'habitude de travailler avec des entrepreneurs depuis toujours, qu'est-ce que ça fait de travailler avec des artistes? Alors c'est quand même différent, hein. Mhm. Avant de le faire, je m'étais toujours dit artiste, sportif, entrepreneur, Ouais. tout ça c'est la même chose. Et pour la petite histoire, en fait, Sofiane, ça fait 2 ans et demi qu'on vit ensemble, qu'on est coloc. Oui, c'est ça. C'est mon coloc de confinement. Je me suis retrouvé dans un Airbnb à Paris au début du Covid. Il y avait un piano. Je me suis dit, ah tiens, tu veux pas passer jouer au piano? Et puis il est resté 2 ans et demi. Euh, et, et en fait, il y a quelque chose d'extraordinaire avec Sofiane, c'est que Sofiane, c'est un pianiste Mhm. qui est dans le monde du rap. Mhm. Les rappeurs, c'est des musiciens qui sont dans le monde du business. Mhm. Le business est finalement très lié à l'entrepreneuriat et donc il est au confluent de tous ces fleuves. Et on a beaucoup échangé, parlé au fil des années. Moi, je l'ai conseillé sur sa carrière de façon extrêmement informelle pendant Mhm. des années. Lui m'a conseillé sur la mienne de façon extrêmement informelle pendant des Mhm. années, avec sa propre grille de lecture, ses propres réflexes, etc. Et puis, pour la première fois, on bosse ensemble. Mhm. Et là, quand même, il a halluciné parce qu'en fait, Sofiane, il croyait qu'il était très rapide. Et il pensait que quand même, les choses allaient vite avec lui. Et là, il a vu le bulldozer entrepreneurial, quoi. Et c'est vrai que quand on est habitué au monde des startups, qu'on est habitué à faire des trucs, Mhm. moi, j'ai démissionné de The Family. Mon annonce de démission a été annoncée le lundi Mhm. à 14h. Et donc, j'avais plus aucun engagement de non-concurrence, de machin. Et à 18h, je lui dis, ouais, viens, on fait un NFT. Il m'a dit, ouais, trop bien, c'est cool. Et le lendemain, le site, il était en ligne. Il fait, savait mais pas. comment ça, le site est en ligne? Mais je n'avais pas compris que cette nuit, tu faisais un site. Je me suis dit, mais attends, t'imagines, ça fait 24 heures quand même. Attends, il faut tester le marché, quoi. Et 3 jours après, je lui dis, ouais, faut que tu fasses un showcase privé pour des invests à Dubaï. Quoi? Et en fait, il a été complètement pris par ce truc. Et lui, il en a tiré un truc dans sa carrière de musicien où il a envie d'aller encore plus fort, plus vite, plus haut. Mhm. Et c'est quelque chose qui finalement est vrai dans tous les domaines. C'est qu'en fait, quel que soit le domaine dans lequel on a toujours l'impression qu'on fait partie de l'élite du domaine. On remplit une salle Playel et on dit, ah, je suis au top de mon game. Mais moi, quand il remplit une salle Playel, je dis, ouais, c'est cool. Hier, je suis rentré avec lui, c'était 6h, on était un peu bourré. Je lui dis, quand même, c'est cool, mais quand est-ce que t'as Beyoncé? Et en fait, c'est aussi ça l'esprit entrepreneurial, c'est que finalement, quel que soit le domaine, c'est cette idée de se dire, on peut toujours plus. Mhm. Et dans la vie, vouloir toujours plus sans limite, c'est à la fois incroyablement insatisfaisant, Mhm. mais il n'y a rien comme meilleure motivation. Mhm. Et en fait, ne se contenter de rien, jamais, de toujours de l'extérieur, ça peut paraître arrogant, ça peut paraître... les gens disent, oui, mais moi, si déjà j'avais ça. Et souvent, moi, quand j'entends les gens dire ça, dans la tête, je me dis, ouais, t'as déjà perdu, en fait. Parce que croire au fait qu'on puisse avoir plus, croire au fait qu'on mérite plus, souvent, je fais la blague aux entrepreneurs de leur dire, la première action d'un entrepreneur, c'est de penser que son CV n'a pas de sens. Il faut regarder son CV et se dire, mais non, je suis pas ça. Je suis beaucoup plus que ça, mais personne ne l'a vu encore. Et cette petite touche d'ego, cette petite touche de folie, elle est super importante. Donc, des points communs, des méthodes communes, mais des frictions. Et alors, c'est quoi la friction artistique? C'est que les artistes, ils ont quand même un sujet, c'est qu'ils sont dans les codes de l'art. Mhm. Donc, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas, il y a des choses qui sont vulgaires, il y a des choses qui ne sont pas vulgaires. Et donc, effectivement, dans le monde de l'art, ils ont cette pression de qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est pas cool. En fait, le fait de subir ça, je vais vous donner un exemple. Ouais. Pour faire le NFT, à un moment, je lui ai dit, ouais, j'ai piraté une liste d'emails, là. J'ai 1 million de mecs qui travaillent dans la musique aux US. On va leur envoyer un email, ça va être génial. Et il est devenu tout blanc. Et il m'a dit, mais non, attends, tu sais, avec Guillaume, c'est son manager, on n'est pas trop dans cette philosophie-là. On préfère que les gens viennent à nous et tout. Et moi, j'étais là, ok.
fichus artistes. Bon, quoi. bah ok, on va pas le faire alors. Et ouais, j'étais énervé, j'étais mais comment ça, on va pas le faire? Mais après, je comprends en fait, on peut pas construire la carrière d'un artiste comme on construit celle d'un entrepreneur, donc faut avoir du tact, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on peut pas prendre, qu'est-ce qu'on peut amener, qu'est-ce qu'on peut pas amener. Et c'est en ça que c'est fascinant les ponts entre les domaines. Et c'est vrai dans l'autre sens. Par exemple, un des entrepreneurs avec lesquels je travaille le plus, c'est Maxime Péroumal, qui est un jeune garçon qui fait des casques de réalité virtuelle. Et Maxime, depuis qu'il est avec nous, etc., il est extrêmement inspiré par Sofiane, par la création d'un style, par la création d'une image, etc. Et je vois dans le milieu de l'entrepreneuriat comment il impressionne, parce qu'il a du style, parce qu'il a de la prestance et tout. Et c'est vrai que ça change des mecs en hoodie, quoi. C'est d'un seul coup, désolé pour le... Je dis ça avec un mec en hoodie juste en face de moi. Et donc effectivement, ça c'est hyper intéressant aussi. Donc développer les ponts, c'est amener de la richesse et forcément, des fois, ça crée des frictions. Et sur Piano King, justement, est-ce que tu as peut-être déjà tu peux nous raconter un peu comment ça s'est fait, je pense que c'est génial. Et justement, est-ce que tu l'as fait de la même manière que tu aurais fait un projet à deux familles? Déjà, la grande différence, c'est que Piano King, j'avais pas de ressources. Mine de rien, j'avais oublié ce que ça voulait dire. Parce que à The Family, à chaque fois j'avais une idée, un truc, il y avait plein de gens qui étaient là pour faire plein de choses. Puis là, j'ai dit, ouais, on fait un truc, puis je regarde, je me dis, bizarre, il n'y a personne. Ils sont passés où, les gens, en fait? Et c'est vrai que c'est marrant de passer d'un monde dans lequel tu as plein de gens qui travaillent pour toi, et qui font. Plus tu as connu The Family, tu connais l'ambiance très particulière qu'il y avait à The Family, entre le fait que si je disais quelque chose, ça avait tendance à arriver très vite. Donc ça, c'est magique. Et quand on s'y habitue pendant des années, on croit que c'est normal. Et là, d'un seul coup, il n'y a plus rien. Donc on dit, merde, il faut coder. Et donc, le truc marrant, c'est que je me suis littéralement mis devant un ordinateur le lundi à 18h. Ouais. Et j'ai littéralement ouvert un fichier Google Doc et j'ai tapé Sofiane Pamart, pianiste. Oui, que j'ai vu. Et j'ai commencé à écrire. Et ce qui était drôle, c'est que j'avais juste un graphiste et un dev freelance qui bossait avec moi, mais qui n'était pas là, qui était à distance. Et en fait, j'aurais dit, on met le site demain en ligne à 17h. Et donc, j'envoyais des lorem ipsum aux graphistes et j'envoyais des trucs aux devs. Et je me disais, au bout d'un moment, ça va converger et tout. Et à 17h, c'était en ligne. Et même eux, ils se sont dit, mais putain, c'est impressionnant. Et moi, je me suis dit, c'est quand même génial parce que j'avais eu peur que 10 ans à The Family de donner des conseils, je savais plus faire des choses. Et je me suis rendu compte que le craft, c'est comme les vélos. Une fois que tu sais crafter dans ta vie, en fait, ça revient. Alors, il y a des trucs musculaires. Hein. Par exemple, écrire. C'était dur, la plume était dure au début. Puis après, c'est revenu. Et alors, l'autre truc qui m'a fait délirer, c'est que contrairement à un monde entrepreneurial, je veux dire, quand tu fais un SaaS, machin, il y a quand même un jeu de marque sur avoir l'air sérieux, être une entreprise, machin. Là, les gars, ça s'appelle Piano King. Je suis The Last Wizard. Alors ça, mais ça m'a fait tellement marrer. Et donc, pour me mettre dans le personnage, et attends, raconte-nous juste. pendant 3 semaines, je parlais dans la maison comme le The Last Wizard. Oui, d'accord. Donc je me levais le matin et je criais dans la chambre de Sofiane, oyez, oyez, mon bon roi, la composition vous attend et tout. Et il se disait, mais il est complètement fou. Mais moi, c'était ma façon en fait de rentrer dans le monde du Piano King. Et pendant 4 semaines, on vivait Piano King, on respirait Piano King, etc. J'avais même décidé de dormir comme les marins pour ne jamais quitter le Discord plus d'1 heure. Et donc pendant 5 semaines, j'ai dormi avec des trucs où je dormais 20 minutes, je me connectais 30 minutes, je dormais 20 minutes, 30 minutes. Et donc j'étais 24 sur 24 sur le Discord, des gens se disaient, il y avait même des gens qui pensaient que j'étais un bot. Mais non, c'était moi. Et j'ai adoré. C'était exaltant de recréer quelque chose de zéro, quoi. Mais est-ce que tu peux le pitcher, du coup, expliquer ce que c'est? Alors, Piano King, c'est très simple. C'est une collection de 10 000 portraits de Sofiane, plus ou moins caricaturaux à sa gloire. C'est une distanciation et à la fois une glorification de ce que Sofiane essaie de créer dans sa carrière de musicien. Oui, c'est ça. Sofiane, dans sa carrière de musicien, est venu un jour et a dit « Je serai le roi des pianistes », comme Lofi a dit « Je serai le roi des pirates » dans One Piece.
Alors, le roi des pianistes, tu as deux façons de le voir. Tu as le roi qui vient du ciel et qui est imposé, et qui finalement n'a pas tant de légitimité, qui a besoin de chercher une légitimité extérieure, ou tu as le roi tel Lofi, qui devient roi par sa compétence. Et Sofiane, son idée, c'est de devenir un roi par le travail. Et Sofiane, c'est un charbonneur. C'est un charbonneur d'exception. Moi, j'ai vécu 2 ans et demi avec lui, littéralement enfermé pendant qu'on n'avait pas le droit de sortir. Je l'ai vu composer 140 morceaux sur le piano non-stop. Vous imaginez ce que c'est 140 morceaux en 2 ans avec des rappeurs, de la techno, de la funk, de la French Town, de l'électro. Il y a un moment, tu te dis, mais il s'arrête jamais en fait. Et il a une méthode de production qui me ressemble beaucoup, parce qu'on est un peu pareil. On est des crocodiles. Moi, je peux rien foutre pendant des semaines. Et à un moment donné, pendant 4 jours, je vais bosser à tel point que je vais pas manger, je vais pas boire, je vais pas dormir, je vais rien faire, je vais produire, jusqu'au moment où je m'écroule. Et là, je vais chercher le retour. Et Sofiane, il est pareil, c'est-à-dire que il va glander, on va regarder des films pendant 3 jours et tout. Et à un moment, il va se mettre au piano, il va passer 24 heures, 48 heures au piano. Il va pas bouger, il va être là. En plus, le piano est en mode silence, donc tu entends juste les marteaux toute la journée. Donc tu as l'impression de vivre dans une machine à laver. Et tu as le mec qui bam, 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 bam. Et puis à un moment, il en peut plus, il est épuisé et tout, il s'écroule. Et là, il a composé 10 morceaux. Puis après, pendant 3 semaines, il se passe rien. Il n'y a plus rien, il est complètement vidé de son inspiration. Et donc, ce que j'ai voulu faire avec Piano King, c'est que je me suis dit, Sofiane a créé une image qui est quasi iconique, qui va de la mode, en passant par le lifestyle, qui passe par la musique, qui passe par le spectacle, mais qui n'a pas d'humour. Il n'y a pas d'humour. Dans Sofiane Pamar, on n'a pas d'humour. C'est souvent le défaut des artistes. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'avec Piano King, le NFT, la culture LOL, la culture Internet, on peut lui permettre d'avoir cet espace d'humour qui est naturel chez lui, mais qui n'avait jamais eu d'espace dans ce monde du piano, de la musique. Parce que vous imaginez, il n'est que dans des mondes où on n'a pas le droit d'avoir d'humour. Avec les rappeurs, il faut être un gros dur. Ouais. La clash de rappeurs, les trucs, machin, on ne peut pas venir et être kikoulol. Avec la musique classique, Pleyel, l'interprétation, ces grands maîtres du classique, médaille d'or du conservatoire, il y a quand même un code très lourd. Et c'est vrai en fait dans tous ces domaines. Et là, on avait l'occasion de créer un espace d'humour. Le roi, The Last Wizard, The First Witch, le grand chambellan. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que comme c'est un monde imaginaire, il y a des inspirations du réel, mais il y a des choses qui ne sont pas... Et ça, en termes de storytelling, c'est incroyable comme outil. Je vous donne un exemple. Sofiane a un frère qui s'appelle Adam, qui est très discret, qui n'apparaît jamais dans les interviews, qui est toujours dans l'ombre de Sofiane, et qui nous a rejoints pour nous aider sur ce projet. Et Adam, c'est la caricature du personnage de film américain. Il est beau, il est vraiment très beau. Il est musclé, il est vraiment très musclé. Genre, il est dans le top 1% des mecs de CrossFit. Et il est très gentil. Et donc, il ne sait pas qu'il est beau. Et il est célibataire Je te donne son numéro. Et évidemment, il ne sait pas qu'il est beau. Et moi, ça me fait marrer. Ça me fait toujours marrer les gens qui sont très très beaux et qui ne le savent pas. Et donc, dans le royaume, il est devenu aveugle. C'est pour ça qu'il ne sait pas qu'il est beau. Et donc, j'ai créé un personnage aveugle, qui est le frère du roi, qui aide tout le monde en étant un aveugle. Et donc, ça permet plein d'humour dans le storytelling et de faire passer des messages que les archi-fans peuvent commencer à apprécier, etc. Oui, c'est ça. Et c'est ça, en fait, la beauté des NFT. C'est qu'un NFT, c'est une œuvre d'art, mais c'est une œuvre d'art qui n'est pas que graphique. Puisqu'elle est numérique, puisqu'elle est programmable, on peut lui adjoindre plein de choses. On peut lui adjoindre du communautaire, on peut lui adjoindre du storytelling, on peut adjoindre du cinéma, on peut adjoindre... par exemple, là, en ce moment, on travaille sur un petit film d'animation. Parce que, comme on a gagné un peu d'argent, on s'est dit qu'on allait acheter un singe qui coûtait 300 000 €. Oui, on a acheté un Bored Ape qui vaut 300 000 €. Donc maintenant, on se retrouve avec ce JPEG là qui vaut 300 000 €. Ah, le singe, oui, pardon, Ouais. j'imaginais un vrai singe. Non. Je me disais, c'est hyper cher. Et donc, on s'est dit, tiens, on va lui donner vie. Et quelle est la meilleure façon de donner vie à ce singe? C'est de créer un petit film entre le Piano King et tout. Et donc maintenant, oui, c'est ça. Ce truc qui est le dessin animé va être la rencontre de la musique. Donc Sofiane va composer quelque chose d'un peu exclusif pour raconter l'histoire de la naissance du singe. Et c'est sans fin en fait, c'est toujours des mises en abîme
permanente. Et ça, c'est incroyable, les NFT pour ça. Oui, parce que du coup, juste pour expliquer le contexte, c'est que donc, ce projet, il est enraciné sur Discord, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a tout une plateforme en ligne, un peu comme un réseau social en réalité, qui est privé et dans lequel le fait, justement, si j'ai bien compris, il y a plusieurs... un NFT, voilà. donne accès à des rooms privés. C'est ça. Et donc, en fait, exemple, à l'intérieur là, de ça, tu peux créer ton univers. Justement. Là, les gens qui avaient un NFT ont pu écouter l'album de Sofiane 2 jours en avance. C'est génial. Et ça c'est incroyable parce que d'un seul coup, c'est l'appartenance, c'est la communauté, c'est la culture, c'est le fan club. Je sais pas, vous avez l'air plutôt tous très jeunes, mais je sais pas si vous avez connu le club Dorothée. Ouais. Ah, le marqueur social. Et bah, mais le club Dorothée, c'était extraordinaire. Moi, quand j'étais petit, je me souviens, je regardais le nom de tous ces enfants qui faisaient partie du club. Et je me disais, putain, les connards. Il fallait avoir sa carte, quoi. Et c'est un peu ça, en fait, les NFT. Moi, j'espère que très bientôt, les gens se diront, putain, l'enfoiré, il a un NFT Sofiane Pamar, quoi. Quel connard, celui-là. Et alors, parce que du coup, je pense que tu as une certaine habitude, toi, personnellement, et dans le monde de The Family, de ce que c'est qu'un fan. Là, je pense que tu découvres un autre level de ce que c'est qu'un fan. Tu n'as pas encore été aux conversions Star Trek, mais est-ce qu'il y a une différence dans ce rapport-là? C'est pareil? Oui, ils sont pareils. Moi, j'ai connu... En fait, je me rends compte que les fans dans la musique, c'est exactement les mêmes fans que de mes vidéos, l'entreprise. En fait, fan, c'est quand même quelque chose d'étrange, hein, comme phénomène. N'étant moi-même fan de rien, j'ai mis des années à comprendre ce que les gens cherchaient. Parce que quand vous réfléchissez, quand vous êtes fan de quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Vous projetez sur lui des choses qui en fait sont des sujets personnels. C'est ça en fait être fan. Hein. C'est de dire à un moment donné quelqu'un est idéal, il est parfait, il est machin. Et puis il faut surtout que rien ne vienne perturber cette image. Alors, il y a deux façons d'être fan. Soit vous êtes fan de produits comme Sofiane Pamar. Donc Sofiane Pamar est un produit. Hein. Derrière Sofiane Pamar, il y a un génie qui s'appelle Guillaume Lhéritier, qui est son manager, qui est un génie. Je vous le dis. C'est de 10 ans à The Family, des mecs comme ça, j'en ai rencontré un par an, quoi. C'est des gens qui pensent à tout, qui stratégisent tout, qui construisent tout et qui a transformé Sofiane en un produit. Donc évidemment, quand vous avez Sofiane Pamar, le pianiste, vous avez accès au produit et donc vous êtes fan de quelque chose qui n'existe pas. Parce qu'aucun humain n'est un produit. Alors, il y a d'autres façons de faire, c'est Oussama Hamar. Alors, Oussama Hamar, c'est la transparence totale. Je dis à peu près tout ce que je pense quand je le pense, au moment où je le pense. Résultat, les gens sont fans en oscillation. Avec moi, les fans sont fans jusqu'au moment où je finis par dire un truc qui vraiment leur va pas. Et donc moi, en général, j'ai des phénomènes de amour-haine permanent. Genre, les gens m'adorent, puis ils me détestent, puis finalement, c'est pas si mal. Et puis... je reçois moi, des messages de réconciliation. Il y a des gens qui me disent, ouais, là, les 6 derniers mois, j'ai vraiment pas aimé ton NFT. J'étais très déçu par ton truc, mais bon, finalement, j'ai compris, t'es à un autre stade de ta vie, t'avais besoin d'autre chose. Et je me dis, bah écoute, chérie, oui, ça me fait plaisir que tu me comprennes. Et donc, évidemment, j'en deviens encore moins accessible, en fait. Parce que c'est plus terrible, ça, en fait. Parce que les gens qui sont comme ça, sincères, etc., ils sont d'autant plus inaccessibles puisqu'ils vous disent à tous, en fait, vous pouvez m'admirer, vous pouvez me regarder, vous pouvez m'aimer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec moi, mais à la fin de la journée, je m'en fous, en fait. Vous m'aimez, tant mieux. Vous m'aimez pas, j'en ai un à foutre. Et ça, je pense que c'est le truc le plus dangereux dans l'art, dans l'entrepreneuriat, dans le sport, etc., c'est de croire ce qu'on vous dit. Et avec le succès, c'est le truc le plus dangereux. Les gens vous disent des trucs, mais si vous commencez à y croire, moi des fois je vois les gens dire des trucs à Sofiane Pamar, mais dans ma tête je me dis j'espère qu'il est solide, j'espère qu'il est solide. Parce que si vous vrillez là-dessus, c'est fini, on vous retrouve plus. Genre hier soir on était dans la rue avec Sofiane, il y a une fille qui vient et qui lui dit ouais tu sais Sofiane, j'ai eu mon enfant sur ta musique et je pense que mon enfant, j'ai eu des complications dans la grossesse et c'est ta musique qui l'a fait survivre. Et moi et Sofiane, on était genre la sueur. Genre, moi j'ai fait 3 pas en arrière. Genre, c'est ton fan. Je te laisse gérer tes pouvoirs magiques. Alors Sofiane, qui en fait est un garçon extrêmement gentil, extrêmement poli,
Il dit ouais, merci beaucoup, ça me fait très plaisir que vous disiez ça et tout. Et donc déjà, je pense que les gens qui entendent sa voix, comme il ne parle jamais, il ne parle que par le piano, bah déjà ça fait bizarre parce qu'ils se disent ah merde, il est humain en fait. C'est pas un demi-dieu qui parle en notes de musique. Et après on marche et je regarde comme ça, je dis ah, là c'est chaud là, celle-là, on te l'avait jamais fait. Hein. Et il me regarde, il fait mais les gens ils sont ouf. C'est pas possible. T'as les gars, c'est un album de musique quoi. Enfin, et en fait, c'est ça la frontière. La frontière, c'est quand quelqu'un te dit ça, est-ce que tu te dis, bon, cette personne a de toute évidence des problèmes perso à régler qui n'ont rien à voir avec moi? Ou est-ce que tu te dis, mais évidemment que ton fils, il vit grâce à moi. D'ailleurs, tu le renommeras Sofiane. C'est pas... Et cette frontière, elle est très très facile à transpercer. Et quand vous la transpercez, c'est fini. Et beaucoup de gens la transpercent par solitude. Parce que ce que les gens ne comprennent pas sur le succès, la gloire, le fait de monter, etc., c'est que c'est extrêmement solitaire. Plus vous avez de succès, plus vous avez une vie incroyable, plus vous rencontrez des gens, et plus vous ne pouvez plus parler avec personne. Je veux dire, moi, il m'arrive des trucs dans ma vie. Des fois, je suis avec des gens, je ne sais même pas quoi leur dire. Genre, quand les gens me demandent mon travail, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille leur raconter? Genre, mon travail, alors le travail, oui, enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas eu ce mot, moi. Quand les gens vous demandent enfin, où vous vivez. Tiens, par exemple, une question, je ne sais pas quoi répondre, c'est où je vis. Bah, ça dépend des mois. C'est vrai, ouais, c'est ça, quoi. J'ai la chance de vivre comme un vrai nomade. Donc, je vis là où j'ai envie de vivre, quand j'ai envie de vivre. Et je vais là où je vais, quand je vais. Mais vous pouvez pas, les gens, ils ont besoin d'une adresse. Et en plus, vous finissez par apprendre à mentir après. Parce que après, vous dites aux gens, ouais, j'ai un appart là. Vous n'avez pas d'appart, mais bon. Vous dites, c'est quand même beaucoup plus simple que de passer 2h30 à expliquer que vous êtes au gré du vent. et ça, c'est finalement ce que les entrepreneurs, les artistes, les sportifs, les comédiens, etc. partagent, c'est le déphasage et la fragmentation. C'est que dès que vous rentrez de l'autre côté de la barrière, vous avez fait quelque chose qui plaît un peu aux gens, les gens vous envoient leur amour, mais cet amour construit un mur autour de vous. Et vraiment, moi, des fois, les gens ils viennent me voir, ils me disent des trucs qui sont à la fois très flatteurs et à la fois très flippants. Genre, la phrase, s'il vous plaît, personne ici me l'a dit. Hein. Il y a des gens qui viennent me voir, j'ai vu toutes tes vidéos. Mais ça, c'est la phrase qui me fait le plus flipper. Donc, il y en a 1200 sur YouTube des vidéos de moi. À peu près, si vous les voyez toutes, je raconte à peu près tout et n'importe quoi. Parce que comme j'ai à peu près changé d'avis sur 100% des sujets, sur les 10 dernières années, parce que les gens, quand ils disent « j'ai vu toutes tes vidéos », ils ne se rendent pas compte que moi, mes vidéos, c'est 10 ans de réflexion live, oui, c'est ça, ouais. Où il n'y a aucun filtre, aucune préparation, aucune mise en scène, aucune édition, aucun travail éditorial. Et les mecs, ils sont censés avoir regardé tout ça et en avoir compris une cohérence et savoir qui je suis. Mais moi je ne sais pas qui je suis. Et donc, comment ils peuvent savoir qui je suis? Et j'ai vu toutes tes vidéos, ouais, j'ai dit, mais quand est-ce que tu bosses? Moi, je vois le temps que ça me prend de les faire, les vidéos. Donc c'est vraiment le sujet le plus touchy de ce genre. Tu arrives à mesurer l'effet de tes vidéos? Non. Une question un petit peu, non, ça c'est pas possible. Les gens qui viennent te dire, c'est grâce à toi et j'ai pu monter ma boîte. Mais encore une fois, les gens ils disent des trucs. Par exemple, quand les gens me disent ouais, j'ai réussi grâce à toi, moi ça me met très mal à l'aise. Je préférerais que les gens viennent me voir et me disent, tu sais, c'était intéressant. Ça a participé à me faire comprendre des trucs et après ça m'a fait rebondir et j'ai fait des trucs. Je préfère de loin les processus actifs que les processus passifs. Et les processus passifs, ils sont flippants. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand leur boîte va faire faillite? Ils vont dire c'est de sa faute. Et souvent quand les mecs ils me disent ouais j'ai réussi tout, ils n'ont rien réussi du tout. Enfin, souvent ils sont au début. Enfin, dans l'entrepreneuriat, il y a des phases. Il y a toujours cette vague au début on a l'impression qu'on réussit parce qu'on démarre quelque chose de nouveau. Les gens sous-estiment à quel point faire quelque chose de nouveau, ça marche tout de suite. Parce qu'au début, passer de zéro à quelque chose, c'est quelque chose. Et donc vous avez le sentiment que vous réussissez. Puis en fait, à un moment donné, d'un seul coup, vous prenez conscience de la courbe et vous prenez conscience qu'en fait, ce que vous avez fait, c'est tout petit et que la courbe, elle est beaucoup plus haute. Et là, en fait, c'est le moment où il faut être très solide psychologiquement.
Et c'est d'ailleurs le moment où la plupart des projets s'écroulent. La plupart des gens font faillite, non pas parce qu'ils font faillite parce qu'ils lâchent l'affaire. Je veux dire, et d'un seul coup, ils se disent, mais attends, tout ça. Et à l'inverse, la plupart des projets qui montent la montagne, etc. Par exemple, le CEO de Payfit, il fait cette blague que j'adore. Donc Payfit, c'est un logiciel qui fait des fiches de paye, qui est une des plus belles réussites de The Family. C'est 2,3 milliards à la dernière valo. Et le CEO de Payfit, il dit putain, mais si j'avais su 1% de ce qui m'attendait, mais jamais je la faisais cette boîte. Les gens disent ça sur le mariage aussi. Oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, justement, c'est cette question de la nouveauté. Moi, en fait, c'est aussi pour ça qu'on avait envie de te faire venir ce soir, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'inédit dans ce que vous avez fait avec Piano King, au-delà des NFT, et qui, à mon avis, moi, j'ai mes théories, mais je préfère te donner la parole. C'est souvent plus drôle. À ton avis, c'est quoi ce qui est nouveau dans Piano King? Parce que, enfin voilà, qu'est-ce qui vous avez fait qui est nouveau et la courbe, elle est où? Tu vois ce que je veux dire? En fait, moi je pense qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau dans Piano King. Hein. Ok, c'est intéressant. D'abord, Piano King, c'est un fan club. Ouais. C'est vieux comme le monde, hein, les histoires de fan club. Parce que tes fans, on te file un t-shirt, un truc exclusif et tout. Alors, c'est version Discord et numérique. Hein, donc tu signes avec un NFT pour écouter l'album 2 jours en avance. Et en plus, comme c'est numérique, on n'a pas besoin d'aller chez toi ou que tu viennes chez nous et nous emmerder. Donc c'est quand même assez sympa. Et en fait, la nouveauté, pour prendre une image, c'est que Piano King est au monde numérique ce que la cuisine fusion est à la gastronomie. Oula. C'est-à-dire que c'est plein de choses très maîtrisées traditionnelles Oui, d'accord. qui ont été mis dans un plat commun et qui donc ont une saveur originale, etc. Mais non pas par les ingrédients et les techniques, parce que le fait d'écrire du storyline et d'écrire des personnages... D'ailleurs, je vais vous raconter, c'est assez drôle de voir l'équipe que j'ai constituée pour Piano King, puisque le mec qui écrit les scénarios, il travaille chez HBO. Donc c'est un vieux de la vieille qui écrit des scénarios... Je sais pas c'est quoi HBO quand même. Comment? HBO. Ah oui, HBO, oui, d'accord. Donc c'est un vieux de la vieille qui écrit des scénarios. Le type qui s'occupe de toute l'infra, tech, etc., c'est un mec qui faisait des startups, etc. Et donc en fait, c'est des gens qui viennent de milieux où les choses et les process sont très très maîtrisés. Mais pour la première fois, ils sont ensemble dans une pièce à faire un projet en commun et qui pour le coup est une cuisine. Alors là, ils n'ont jamais vu ça, quoi. C'est-à-dire que quand tu dis au dev, on va faire un album, on va le watermarker, le signer pour la sécurité et tout, pour pas qu'il leak, etc. Le type, il se dit, c'est incroyable ce qui se passe ici, quoi. Alors qu'en fait, c'est des vieilles techniques de cryptographie. Le watermark PGP, ça existe depuis 30 ans. C'est juste que ça n'avait jamais été utilisé dans le monde de la musique. C'est hyper intéressant. En fait, il y a aussi ce mot ce thème qui nous intéresse beaucoup dans le cycle, qui est au fond, il y a la question donc, sur le contenu, sur les NFT, qui pose plein de débats, qui est un peu une mise en abîme par rapport à la valeur dans l'art, etc. Et je pense que ça peut-être te posera 2-3 questions là-dessus. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant, et c'était résumé par un musicien aux États-Unis qui s'appelle Clarion, qui disait que finalement, une des choses intéressantes dans les NFT, c'est que ça permettait de canaliser autrement une infrastructure, en fait, qui est de toute façon présente autour des artistes, les médias, le marketing, et qui simplement, en général, leur échappe en partie. Ouais. Et donc c'est très drôle, notamment quand on demande, moi quand je disais à mes amis que je faisais cette conf, j'avais les gens qui bossaient dans le monde de la musique ou dans les labels, plus ils étaient proches des labels, moins ils aimaient. Et plus ils étaient proches des artistes, plus ça leur paraissait intéressant. Et je trouve ça intéressant justement de ce point de vue-là, c'est que finalement c'est une fenêtre d'opportunité pour reprendre le contrôle. Ouais. Et de ce côté-là, je trouve que c'est assez fascinant ce que vous avez fait, parce que ça permet au fond c'est de la cuisine fusion, mais il y a aussi une notion de rapport de force en fait. Alors, tout n'est que rapport de force. Et d'ailleurs, c'est très contre-intuitif. Beaucoup de gens pensent que le succès, ça se donne. Et c'est pour ça qu'ils vont supplier des gens d'être leurs mentors. Oui. Pendant la première campagne électorale, là, il y a 5 ans, je ne sais plus quoi, là, quand Macron il se faisait élire pour la première fois, 80% des articles, c'était Attali, Alain Minc sont les mentors de Emmanuel Macron. Et en fait, ça crée une storyline où les gens imaginent
que Alain Minc et Attali se sont vus dans un café et ils se sont dit toi petit tu deviendras président, on t'a choisi. Et donc les gens croient que leur boulot c'est d'aller léchouiller tous les Alain Attali et les Alain Minc du monde pour espérer qu'un jour ils leur donnent un bout de pain. Alors Macron, Attali et Alain Minc, il les a pliés en deux, très jeunes, et il a à peu près plié en deux tous les gens sur son chemin. Je veux dire, quand vous voyez ce que Macron a fait à Hollande pour devenir président, faut... C'est un marxiste en fait. Faut ça. Non, mais ils sont tous. Il y a un moment, tu ne peux pas espérer avoir du succès si tu n'espères pas à un moment donné tuer des gens en chemin. Il n'y a pas assez de place. Je veux dire, Hollande, il veut être président, Macron, il veut être président. Évidemment que c'est un combat de couteau. C'est pas Hollande qui va dire, écoute, franchement, je trouve que tu es un mec bien mieux que moi. J'ai beaucoup réfléchi sur mes propres capacités comparées à tes capacités. Et je me suis dit que ce qui était mieux pour la France, c'est que tu deviennes président. Et personne. Jamais c'est arrivé ça. Et c'est vrai dans tout. Hein. C'est vrai dans l'entreprise, c'est vrai à l'université, c'est vrai dans les labels, etc. Et ça crée un... Et on élève très très mal les enfants là-dessus. Très 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 mal. Moi, si un jour j'ai des enfants, il y a 2 concepts que je m'interdis de leur inculquer. Le premier, c'est le mérite. Ça n'existe pas, le mérite. C'est pas, on ne réussit pas par mérite. Les gens qui réussissent, ils n'ont pas plus de mérite que les gens qui ratent. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ratent et qui ont beaucoup de mérite. Le mérite, c'est une devise d'auto-égo qui ne sert à rien. Vous vous dites, ah, j'ai travaillé très dur. Et alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il n'y a pas un jury là dehors qui vous attend au coin de la rue qui dit, bravo pour le travail. Tiens, toi, enlève-toi, c'est lui qui mérite. Et les gens espèrent, ils espèrent une justice immanente. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas observer l'univers dans lequel ils vivent. Où est la justice immanente dans l'univers dans lequel on vit? Là, on est un grain de sable qui tourne autour d'une étoile, au fond d'une galaxie. Dès que vous commencez à réfléchir à ces sujets-là, vous dites « Oh putain, on n'est rien ». Et si on n'est rien à cette échelle-là, on n'est rien non plus à cette échelle. Je veux dire, on fait tous les malins, là, Piano King, The Family, les startups, les billions, les machins, la French Tech, les trucs. Mais qu'est-ce que de tout ça va rester dans 100 ans? La French Tech, ils font les malins, ça c'est sûr. Tu vois, qu'est-ce qui va rester de tout ça dans 100 ans? Mais rien. Pour pouvoir espérer... Quand vous pensez que la plus vieille chanson du monde, c'est Le Roi Dagobert a perdu sa culotte à l'envers. Chanson composée en 473. C'est pas vrai. C'est pour le roi Dagobert. Forcément. Roi franc. Deuxième roi des francs, Dagobert. Et cette chanson a perduré à travers les temps en se redéfinissant, en devenant une chanson pour enfants, etc. Le roi Dagobert, c'est la preuve qu'il n'y a pas de justice immanente, c'est ça? Bien sûr. Mais exactement, où est le mérite dans cette chanson? À mon avis, à l'époque, il devait y avoir des petites Rihanna et des Beyoncé de l'époque que personne ne connaît, qui avaient travaillé beaucoup plus dur, mais qui n'ont pas eu le truc catchy. Si ça se trouve dans 1000 ans, pensez à ça. Si ça se trouve dans 1000 ans, la chanson dont tout le monde se souviendra, ce sera, je sais pas, comment? Ma meilleure amie. Je la connais pas celle-là. Ah oui. Ah, ma meilleure amie, ouais, je vois. Je pensais sinon à, comment il s'appelle l'autre là? Michael Young, il fait... Ah oui, oui, celle, oui. Comment elle s'appelle? Là, il y a du mérite pour le coup, il a tapé. Oui, voilà, c'est ça. Métacagoule, ouais, voilà. Imagine que dans 1000 ans, les mecs, ils chantent Métacagoule. Ils savent pas d'où ça vient. C'est clair. Et ils disent ça à leurs enfants avant d'aller à l'école. Et donc, évidemment, en fait, ça c'est le premier point. Le premier point, c'est que le succès, ça se prend. Le succès, il faut se battre. C'est à un moment donné, vous voulez quelque chose, et malheureusement, si les gens ils veulent pas vous le donner, il faut le prendre, quoi. Et ça, en fait, c'est hyper structurant de la démarche entreprenante. La démarche entreprenante, elle est dans tous les domaines. Dans tous les domaines, vous pouvez être entreprenant. Les entrepreneurs n'ont pas le monopole de l'entrepreneur. Et cette démarche, elle repose d'abord sur cette violence initiale et sur le fait d'accepter que il n'y a rien de personnel, en fait. Mais des fois, il y a des gens qui gagnent et des gens qui perdent. Et il n'y a pas de fairness là-dedans, quoi. Je me demande même d'ailleurs si au fond, c'est tout le débat qu'il y a sur les NFT dans l'art contemporain, notamment ça, je serais assez curieux de ce que tu as à en dire, parce qu'il y a quelque chose d'assez fascinant dedans. Et je me demande si justement une des parties qui fait qu'il y a cette réaction viscérale contre les NFT, c'est qu'elle montre un peu en plein jour ce côté rapport de force, justement. D'un seul coup, ça devient évident. C'est quand même une blague terrible que des gens qui, pendant des années, ont vendu des toiles blanches sur fond blanc, viennent dire à des mecs que leur truc ne vaut rien, c'est pas de l'art.
Mais ça, c'est à mourir de rire. Mais de toute façon, le rapport des gens à la valeur, c'est un... Moi, j'ai une amie qui, quand j'avais 18 ans, a reçu une leçon de son père qui m'a beaucoup inspiré, puisque son père lui a offert une voiture et lui a dit d'aller évaluer la valeur de la voiture auprès du garagiste. Ah oui. Et donc, elle a amené la voiture au garagiste. La voiture neuve? Non, une vieille voiture déglinguée, quoi. Et le garagiste dit, ouais, ce truc, ça vaut 1000 balles, ça vaut rien du tout. Elle revient, et son père lui dit, bon, bah, va voir un assureur, demande-lui combien ça vaut. Et donc, elle va, et machin, elle fait rien. Il dit, bon, bah, maintenant, va dans ce club de collection, elle arrive, les mecs sont, oh putain, une Ford, je sais pas quoi. Ah non, mais ça vaut 100 000 balles, quoi. Et son père lui dit, voilà, meilleure leçon que tu puisses prendre dans la vie. C'est que la valeur, ça dépend du contexte. Et le contexte, il faut autant le chercher que la valeur. Il ne faut jamais se faire juger par les mauvaises personnes. Et les gens passent leur temps à vouloir se faire juger par les mauvaises personnes. La dernière fois, j'étais avec un jeune de banlieue qui me dit, ouais, les VC ne veulent pas de moi. Les VC, donc les investisseurs institutionnels ne veulent pas de moi. Je dis, bah, c'est normal. T'as vu ta gueule? Et là, t'as tes fans qui ont... Mais là, attends, le mec, moi je pense qu'il rentre dans un bureau de VC, la plupart déjà, ils ont peur. Ouais, c'est clair. C'est pas... Et en fait, le fait de ne pas être conscient de ça, le fait de ne pas être conscient qu'il n'a pas le bon langage, il n'a pas les bons codes, il n'a pas les bons machins, mais qu'il supplie ce monde de le reconnaître, plutôt qu'aller créer son propre monde, c'est de toute façon perdant d'avance. S'il n'y a pas de place pour vous à la table, il suffit d'en créer une autre table. Dans le monde, on peut créer une infinité de tables. Il n'y a pas besoin de vouloir aller à la table des autres. Je veux dire, on est dans un monde où les mecs blancs de plus de 40 ans sur LinkedIn ont créé une table. On n'a pas besoin d'aller sur LinkedIn. Hein. C'est quand même le réseau le plus flippant du monde. Hein. C'est Fortnite pour les mecs de plus de 40 ans blancs qu'on voit des invitations. Genre, tu veux être mon ami? Mais, et les gens disent, ouais, j'ai pas d'engagement et tout. Mais on s'en fout, va ailleurs. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment être... vous parlez de combat entrepreneur, etc. Il y a une leçon viking que j'aime beaucoup, c'est que les vikings ne combattent jamais s'ils ne sont pas sûrs de gagner. Ça ne veut pas dire qu'ils gagnent forcément, hein, on peut mal évaluer le combat, mais c'est important d'évaluer autant le contexte que l'action. Et le contexte a énormément d'importance. Énormément. Mon impression personnelle sur toi, en particulier et de famille en général, c'est que il y avait un... Et je n'ai jamais retrouvé ça nulle part. C'était que vous aviez ce savoir-faire sur la découverte de talent, ce qu'on appelle la découverte de talent. Et c'est-à-dire, moi je me rappelle d'ailleurs, je me rappelle, c'est drôle pour Sofiane, parce que je m'étais fait cette remarque à l'époque que je trouvais que ça ressemblait beaucoup à un label d'artiste par moment. Et il y avait une attention à la relation humaine qui était créée avec les gens que vous sélectionnez. Et notamment, vous avez ce système de présélection et ensuite de vraie incubation, mais au sens propre, de materner les gens et de les faire grandir pendant un an. Et à l'issue de ça, il y avait une relation chiffrée qui revenait. Mais il y avait d'abord cette infrastructure qui tournait autour de la relation. Et je suis curieux de voir justement maintenant que t'es plus dans ce cadre-là et que tu es justement avec des artistes, avec tous ces problèmes que tu décris, ces labels qui continuent à survivre, qui continuent à rester très importants malgré tout. Et je me demande justement comment tu te situes par rapport à cette question de la découverte de talent et ce qui a changé dans ton rapport peut-être avec ça, même au fil des années. Moi, je pense que la découverte de talent, ça demande quelque chose qui est relativement rare, qui est le courage. Parce qu'il faut regarder quelqu'un qui n'est pas impressionnant et dire à tout le monde, vous allez voir, il va l'être. Et ça, c'est dur, hein. C'est très très dur. Si vous voulez regarder une vidéo qui me fascine, moi, c'est regarder la vidéo de Jamie Foxx qui raconte la découverte de Ed Sheeran. Et il s'avère que j'ai... C'est Jamie Foxx, pardon, qui l'a découvert? Ouais, c'est Jamie Foxx qui a lancé Ed Sheeran. Merveilleux. Et l'histoire, c'est qu'en fait, Jamie Foxx avait une émission de radio à LA. Et un jour, Ed Sheeran est venu à la fin de l'émission, il lui a donné sa cassette et il lui a dit voilà, je fais de la musique sur mon ukulélé, de la guitare. Et il faut écouter, il écoute, il trouve ça super sympa. Et il lui dit mais qu'est-ce que tu fais là, t'es à LA et tout. Il dit oui, je suis nulle part où dormir et tout. Et Jamie Foxx lui dit ah bah viens à la maison, tu vas dormir sur le fauteuil. Et ça, je comprends bien, hein, vu le nombre de fois où j'ai fait ça dans ma vie, moi, des gens viennent dormir à la maison sur le fauteuil. Pour vous dire, la fille de Jamie Foxx,
ce soir-là, a été voir son père et lui dit « Bon, papa, tu ramènes tout le temps des gens bizarres, mais là, un clochard, quand même, c'est un peu trop. » Et le clochard, c'était Ed Sheeran. Et donc, Jimmy Fox se dit « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour le lancer ?» Et à l'époque, il y avait un club à LA de musique où il y a tous les plus grands musiciens. Et c'est les gens qui sont bassistes pour Rihanna, batteurs pour je sais pas quoi. Et ils viennent, ils montent leur art et il s'avère qu'ils sont tous black. Black. Genre, d'ailleurs, il fait cette blague... Jimmy Fox, il dit, c'est un endroit, bah, si t'es pas black, tu rentres pas, quoi. Puis moi, j'ai le roux, là, avec moi, donc bah, je le ramène. Et il le ramène, et évidemment, qu'est-ce que font tous les blacks dans la salle? Bah, ils font comme les blancs. Ils disent, pourquoi t'as ramené un blanc? Ouais. C'est naturel, en fait. Il y a quelque chose comme ça qui est le racisme naturel. C'est pour ça que le racisme, c'est un truc dans lequel il faut lutter. Parce que c'est un sentiment naturel d'avoir peur de ce qui est différent. On est tous comme ça, en fait. Et donc, Jimmy Fox, il regarde le mec, il dit « Let the kid play ». Et là, Ed Sheeran monte sur scène avec son ukulélé, dans une salle remplie de blacks qui sont... Ouais, et il commence à jouer. 12 minutes après, standing ovation. Et Jimmy Fox dit « The rest was history ». Et il faut quelqu'un comme ça, en fait. C'est exactement la même histoire. Vous pouvez regarder cette histoire qui me fascine, moi, dans The Deviant One, qui est l'un des meilleurs documentaires qui ait jamais été fait sur le rap, qui raconte l'histoire de Dr. Dre et de son agent Jimmy. Quand Dre, un matin, s'est levé et a dit « Je vais produire Eminem ». Oui. Et qu'il a perdu tous ses potes parce qu'il allait produire un blanc. Et Dr. Dre, dans le reportage, il dit « I cannot believe all my friends were racist ». Et c'est terrible, en fait. Et c'est ça, en fait, la découverte de talent. C'est que le talent, dans un pool donné, c'est aléatoirement distribué. C'est ça qui est incroyable sur le talent. Dans tous les milieux, dans toutes les origines, dans tous les endroits, il y a des gens talentueux. Le problème, c'est qu'il y a des chemins de talent qui sont faits pour certaines classes. Et dès que vous n'êtes pas dans cette classe, il faut forcément quelqu'un à un moment qui dit bah, « Ok, moi je m'en fous, je vais faire cette découverte de talent ». Et ce qui est drôle, c'est que dans la relation d'un Ed Sheeran et d'un Jimmy Fox n'aurait jamais pu décider de donner ce succès à Ed Sheeran. Il peut juste ouvrir une porte. Oui. C'est à Ed Sheeran de venir sur scène, de se battre et de se comporter comme s'il ne voyait pas où était le problème. Et encore une fois, c'est ce sujet de prendre son succès. Donc, moi, j'ai toujours aimé me dire que les gens étaient intéressants par leur bizarrerie, et que plus les gens étaient bizarres et plus ils étaient cohérents. Je trouve que la cohérence est plus important que l'absoluté. Et donc, il fallait juste... moi, il me faut juste que j'ai l'impression de trouver une forme de cohérence que personne d'autre voit et j'ai envie de soutenir les gens, quoi. Mais tu parlais de chemin, pour revenir au sujet un peu de la conversation, en quoi les NFT seraient un nouveau chemin, une nouvelle opportunité intéressante pour certaines personnes? Tout simplement parce qu'il y a plein d'argent. Oui, mais en quoi est-ce que c'est pas juste une bulle spéculative, un peu comme Internet à ses débuts, où il y a eu plein de startups qui se sont finalement cassées la figure? Est-ce que finalement, parce que tu disais aussi que c'est un nouvel espace de liberté, est-ce que finalement, au final, on le voit déjà aujourd'hui avec des musées qui sont en train maintenant de préparer leur base de NFT, est-ce qu'il ne va pas y avoir finalement à un moment donné un retournement de situation? Alors ça, c'est essayer de prévoir l'avenir. C'est un jeu qu'il ne faut jamais faire. Il ne faut jamais faire, il faut vivre dans le présent. Et quand il y a des opportunités dans le présent, il faut les saisir. Et ces opportunités durent 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Je veux dire, que les NFT disparaissent ou que les NFT perdurent, la seule chose que ça changera pour moi, c'est la quantité d'argent que je vais gagner grâce aux NFT. Je veux dire, si les NFT durent 1 an, ben on aura fait quelques millions. Si les NFT durent 10 ans, on aura fait quelques centaines de millions. Mais quelques millions ou quelques centaines de millions, dans tous les cas, c'est intéressant. On s'en fout. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que les NFT soient une bulle spéculative? Alors, parlons des bulles spéculatives. Parce que ça, c'est le truc qui fascine tout le monde. Les bulles, c'est normal, c'est naturel. C'est comme dans les relations. Des fois, on rencontre quelqu'un, on est surexcité, on trouve que c'est la meilleure personne du monde, on couche avec, et après, on se dit, putain, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. On parle que de mariage ce soir, c'est fou. Pas de mariage. Donc, évidemment que dans cette situation-là, on a vécu une bulle spéculative. On est monté très très haut, puis on est redescendu très très bas. Mais ça n'empêche que ça valait le coup de le vivre. On est quand même monté très haut.
La première bulle Internet, ça a créé une génération entière de gens qui ont découvert Internet, qui ont gagné de l'argent et qui ont eu envie de faire des choses plus long terme. Et quand ça s'est craché, moi je m'en souviens, la première bulle Internet, quand ça s'est craché, les gens me disaient « Internet, c'est fini ». Mais il n'y a jamais rien de fini dans la vie. Les choses n'existent que parce que les gens s'y intéressent. Et donc si ça monte à un moment donné, parce que les gens y croient, là dans les NFT, il y a quand même beaucoup d'abrutis qui pensent qu'ils vont acheter un NFT 1, qu'ils vont le vendre 2, et ils vont faire ça tous les jours pendant 6 mois, et ils vont gagner de l'argent. Le problème, c'est qu'ils font tout ça entre eux. Alors, quand ils auront fini de faire l'Arche de Noé, et qu'on aura fait les pingouins, les girafes, les trucs, les machins, et il n'y aura plus d'animaux sur Terre à mettre en 3D, bah les mecs, ils vont se dire, bon, ok, on arrête, quoi. Et là, ça va s'écrouler. Mais c'est pas grave, parce que derrière, il va se passer des choses de beaucoup plus long terme, et de beaucoup plus importantes, et de beaucoup plus... Quand il y a une bulle, c'est que de toute façon, il y a quelque chose de fondamental qui est en train de se passer. Il n'existe aucune bulle de l'histoire qui n'a pas créé une industrie viable. La bulle des tulipes, dont tout le monde parle tout le temps, en disant « Ouais, les tulipes, la première bulle spéculative de l'histoire, les tulipes, c'est monté, ça s'est écroulé. » Ouais, n'empêche que les tulipes, ça représente quelques pourcents du PIB de la Hollande 300 ans plus tard. Alors, effectivement, à un moment donné, quand ça représentait 100% du PIB de la Hollande, il y avait un petit problème de calibrage. Mais quand ça a explosé, etc., les tulipes n'ont pas disparu. Il y a des familles qui ont fait des fortunes en vendant des fleurs. Le marché des fleurs de Hollande est l'un des plus grands marchés du monde. Et pourquoi ? Parce que la spéculation et cette folie a créé des infrastructures qui existent encore et perdurent encore aujourd'hui des centaines d'années plus tard. Et, alors, je ne prends pas personnellement, mais ça, c'est un truc très journalistique. C'est que la storyline journalistique est une storyline de jugement permanent. Les journaux viennent et passent notre temps à juger les choses. C'est un truc, on vit dans le jugement des médias permanent. Et ce jugement, il n'est pas fondé sur le fait que ces gens-là sont skin in the game. Aucun journaliste au monde qui donne un jugement sur quelque chose, son jugement peut être impartial, objectif, etc. Il n'empêche, il n'est pas skin in the game. Il n'a aucun risque à donner ce jugement. Quand Paul Krugman fait un éditorial dans le New York Times en 1998 disant « Internet, c'est fini », bah, il n'a aucune punition pour avoir dit l'une des plus grosses conneries de l'histoire de l'humanité. Et quand, 10 ans après, il dit « Non, mais en fait, en 98, j'ai cru qu'Internet était fini, mais maintenant, en 2008, ça y est, maintenant, c'est vraiment fini », bah, il n'a toujours pas de punition. Et quand, en 2022, il vient et dit « Non, mais en fait, Internet, ok, mais alors les cryptos, ça, c'est sûr que c'est fini », tu dis « Mais c'est quoi son problème, en fait ?» Et le problème, c'est qu'on aime beaucoup écouter le jugement des gens. Et le jugement des gens, il est donné en permanence, gratuitement, aux autres, et il entretient cette illusion que c'est légitime de juger le travail des autres. Mais finalement, le seul vrai juge du travail des autres, c'est le marché. Si tu prends la valeur des choses, collectivement, on s'est trompé sur la valeur de choses, de tout. Les jeux vidéo, on n'a pas compris pourquoi les gamins dépensaient pour des skins. Moi, je me souviens, on disait, ouais, dans Fortnite, mais jamais de la vie, ça va marcher. Et puis après, tu as tous les gamins du monde qui veulent acheter des trucs. Pourquoi ils veulent acheter des trucs ? On n'en sait rien. Alors, la désirabilité d'un objet, c'est ce qui fait sa valeur. Mais cette valeur, elle n'est pas contrôlée. Les pièces de collection, les timbres, les voitures, les machins. Si vous prenez n'importe quoi et que vous regardez ce qu'il y a de la valeur, si vous n'êtes pas du domaine, vous ne pouvez pas comprendre la valeur. Et derrière ça, en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a toute une machine qui se met en place pour être sceptique. Et ce scepticisme, il est finalement hyper sain. Parce que, pour le coup, moi, quand je dis ça sur les journaux, je ne leur demande pas de faire autrement. Je demande juste aux gens de comprendre le rôle de chacun. Les créateurs, ils créent. Les journaux, ils jugent. Et le marché, il décide. Mais ce n'est pas les journaux qui décident. Et ce n'est pas ce que collectivement, à un moment donné, on pense de quelque chose qui décide de quoi que ce soit, en fait. Ce qui décide des choses, c'est ce qui se passe sur le long terme. Et c'est ce qui s'est passé dans les cryptos. Quand en 2017, tout s'est écroulé, ou en 2018, je ne sais plus là, et qu'on a dit, ouais, c'est la fin des cryptos, bah, des gens, ils ont continué à en acheter. Ils s'en foutaient de ce que les gens disaient. Puis un jour, ça remonte et les gens disent, ah tiens, ça monte. Et cette fois, c'était d'un phénomène beaucoup plus. Donc les gens ont recommencé une nouvelle bulle spéculative, puis ça a redescendu, puis ça remonte.
Et tu peux- l'usage, il est beaucoup plus important que tout le reste. tu peux comprendre peut-être qu'il y a aussi une différence, justement, que tout n'est pas comparable. Et justement, ce qui fait... Tout est comparable. Ça, c'est une sur- règle de maths très intéressante. Tout est comparable. pas tout est comparable. Si, tout est comparable. Bon. Tu Bon, peux bah, ça, toujours, d'accord. tu peux prendre une infinité. Non, mais c'est un point hyper important et philosophique. Mais Tu peux prendre n'importe quel objet et comparer avec un autre. Tu peux prendre n'importe quelle proposition et la placer par rapport à une autre. Tu peux prendre une infinité de suppositions et les hiérarchiser selon tes préférences. Quand tu dis tout n'est pas comparable, c'est-à-dire tu que crées une arnaque intellectuelle qui vise à vouloir créer un statut spécial à des choses qui n'a aucun intérêt. c'est pas un statut, mais une nature. C'est-à-dire Si, que quand mais tu- justement, c'est le point. Tout est comparable. Parce Tout est que- égalité. Rien n'a de sens. Rien. Tout ce que tu crois avoir du sens par rapport aux choses qui n'ont pas de sens, c'est simplement parce que tu es victime de ta propre storyline. Si tu me dis c'est plus important de boire de l'eau que d'acheter des NFT, je te dis non. Pourquoi? Tu le décides. Tu vas me dire ouais, mais sans eau on va mourir. Ouais, mais sans art on peut mourir aussi. Et en fait, il y a des gens qui peuvent faire des choix extrêmes. Et ces choix, ils peuvent être absurdes, complètement irrationnels, etc. Il n'empêche qu'ils restent réels. Et on a beaucoup, beaucoup de mal avec la réalité. On a toujours besoin de mettre les choses dans des cases. On a toujours besoin de rétrospectivement se dire non, mais ça c'est important, ça c'est pas important, ça c'est légitime, ça c'est pas légitime. Mais c'est faux. La seule chose qui fait la légitimité des choses, c'est leur désirabilité et le moment où ça. Et les gens, ils changent d'avis. Hein. Je veux dire, c'est quoi? C'est les cartes Panini. Moi, quand j'étais enfant, qui ici a acheté des cartes Panini, enfant? Qui les a gardées? Et vous avez vu le prix qu'elles ont maintenant? Mais c'est ça, c'est un truc de dingue. On était tous riches. Tous, avec nos cartes à la con. Et enfant, on y accordait une importance. On aurait pu écouter l'enfant qui était en nous. On y accordait une importance de mal, juste par sécurité. On aurait tous les garder. Moi, les cartes Panini, je faisais n'importe quoi pour en avoir. Je cassais les couilles de ma mère. Genre, ma mère, je me souviens, ma mère qui comparait les cartes Panini en beefsteak. Il y a 2 beefsteaks. On s'en fout, on mange pas. Carte Panini. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'est très intéressant parce que ça pose vraiment beaucoup de questions sur la valeur des choses, tu en as parlé tout à l'heure, sur la propriété des choses, pourquoi finalement aujourd'hui j'achèterais quelque chose qui ne soit pas matériel, que je ne puisse pas accrocher dans mon salon et que ça soit juste quelque chose de symbolique. Et ça pose des questions sur les différences de nature, même si tu penses qu'il n'y a pas de différence. Mais quand on réfléchit, quand on se posait la question est-ce que je vais investir dans des crypto-monnaies ou pas, on a une vraie réflexion sur la suite, l'évolution de nos sociétés, sur la façon dont l'évolution de la monnaie, sur la dématérialisation de la monnaie, etc. Là, regarde à quel point tout ce que tu viens de citer Oui. n'a aucun rapport avec la valeur des cryptos. Vas-y, c'est quoi la valeur monétaire du Shiba? Pourquoi le Shiba, c'est la 3e plus grosse crypto ou 4e plus grosse crypto du monde? Pourquoi? Parce que Elon Musk, il est venu chez Joe Rogan et il s'est éclaté. Et en fait, j'adore cette intellectualisation du monde. Les gens adorent avoir des théories. Par exemple, un truc que j'ai découvert, moi, c'est que plus j'analyse les cryptos, et plus je me rends compte qu'il y a un malentendu énorme, c'est qu'il n'y a aucune crypto qui a réussi à être une monnaie. Le Bitcoin n'est pas une monnaie, l'Ether n'est pas une monnaie. Et ça, tu m'aurais demandé il y a 6 mois, je ne savais pas. Enfin, je croyais que tous ces gens essaient de faire des monnaies. En fait, ils n'essaient pas de faire des monnaies. Ils ont juste dit aux gens que c'était des monnaies pour ne pas payer de taxes. Parce qu'il y a un conflit entre ce que tu racontes au gouvernement en disant « Non, c'est une utility, machin », et le fait que c'est en fait un asset. Les crypto-monnaies, ça devrait s'appeler des crypto-assets, pas des crypto-monnaies. Mais bon, fiscalement, c'est quand même beaucoup plus sympa d'appeler ça des crypto-monnaies. On ne paye pas de plus-value. Parce que sur la monnaie, s'il n'y avait pas cette loi fiscale qui disait que sur les plus-values, il n'y avait pas de taxe, je vous assure qu'aucun de ces mecs n'appellerait ça des crypto-monnaies. Mais ce qui est drôle, c'est que ce qui fait la valeur aujourd'hui des crypto-monnaies, la valeur du Bitcoin, c'est la pureté de Satoshi. Il y a un mec qui est venu et qui a décidé d'offrir à l'humanité quelque chose sans en tirer profit personnellement. C'est incroyable. C'est pas courant. Je ne sais pas qui est ce mec, je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il est fascinant. Là, je viens de lire tous ces messages postés. Ça m'a fasciné pendant des semaines. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'inhumain chez lui. Tu me dirais, Satoshi, c'est un extraterrestre qui est venu nous donner une techno pour nous sauver tous des gouvernements. Je te dis, ok, make sense. J'en parlerai à ma réunion reptilienne. On se renseignera de quelle galaxie il vient parce qu'il est solide, le mec. Hein,
Et en fait, ce qui est fou, c'est que tu sois pro-Bitcoin, que tu sois pro-Ether ou que tu sois pro-Shiba, à la fin de la journée, 100% de ta rationalisation n'a aucune valeur comparée à la désirabilité collective et au malentendu collectif qu'on a. Je veux dire, 80% des gens qui ont acheté des bitcoins, ils n'ont pas compris ce qu'ils ont acheté. Voire 90, voire 99%. Et les 1% qui viennent sur YouTube faire des discours, des machins, des trucs, ils ont finalement beaucoup moins d'impact que le mec qui s'appelle I Told You So. Je ne sais pas si vous connaissez ce mec I Told You So. C'est un mec, c'est un ex-flic qui, en fait, depuis 10 ans, dit que le bitcoin, ça peut que monter. Et il finit ses vidéos, I told you so. Voilà. Et alors, il comprend rien. Genre, moi, j'ai regardé toutes ses vidéos, le mec ne panne rien. Mais il a eu beaucoup plus d'impact sur le prix du bitcoin que tous les ingés qui captent un truc. Hein. Et ça, c'est cette humilité qui d'ailleurs est dure chez les gens qui ont fait des études. Hein. Ça, c'est... Je pense que souvent, quand on a fait des études, on a envie... Comment ? Tais-toi. Non, mais c'est vrai. On a passé des années à souffrir dans un système où on explique que ce qui a de la valeur, c'est ce qu'on comprend. Et après, on rentre dans le monde réel et on a Elon Musk qui dit « Ouais, Shiba !» C'est sûr que ça doit être perturbant, ça. Mais c'est toujours, dans la vie, ça ne rapporte rien de refuser le réel. Le réel, il n'est pas agréable, le réel, il n'est pas beau, le réel, il est ce qu'il est, il est réel. Et ce qui est hyper important, c'est de réussir au maximum à se connecter au réel. Et ça, c'est très, très dur. C'est d'ailleurs pour ça que les gens dogmatiques, ils ne marchent jamais dans l'entrepreneuriat ou dans l'art ou machin. Moi, à chaque fois que j'ai vu des mecs venir hyper dogmatiques à The Family, je prenais toujours énormément de plaisir à les voir souffrir et rater. Parce qu'ils étaient tellement sûrs d'eux. Et ça, le réel a un truc hyper corrosif sur ces gens-là. Je pense aux gens qui ne te connaissent pas, qui te découvrent parce que tu dis là, c'est... Oui, non, mais c'est vrai, tu dis, ouais, moi j'ai ma croyance, c'est ça. Ouais, et là, le monde, il vient, il fait, ah ouais, viens là, toi. Il y a un proverbe juif que j'adore, qui dit, Dieu se moque de nous tous, mais surtout de ceux qui ont un business plan. Pas tout à fait ça le proverbe, mais adapté. C'est adapté, quoi. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, le business plan, c'est un bon exercice de ça. C'est quoi le business plan ? C'est un exercice de poésie. Il y a plus de poésie écrite dans Excel que dans Word. Parce que qu'est-ce que c'est faire un business plan ? C'est croire que son cerveau est capable de prédire le réel, et de comprendre le réel, et de synthétiser le réel, et que le monde va être suffisamment gentil pour que ça se passe comme tu as envie que ça se passe. Mais c'est terrible, hein. Tous les gens qui font des business plans, après ils disent « je comprends pas, ça n'a pas tout été fait pareil ». Bah ouais, parce que le réel est incroyablement corrosif, dur. Je vous raconte une histoire. Sur Piano King, on avait tout prévu, on avait fait un plan de malade pour vendre la deuxième rafle de machin, de trucs. Et au moment où on lance, OpenSea est down. Et moi, je me souviens, je me dis, ah tiens, c'est marrant, ça, je l'avais pas prévu. et OpenSea est down. Alors tu te dis, bah c'est bon, c'est down 1 heure. Bah non, on a eu la plus grande panne de l'histoire d'OpenSea, quoi. 9 heures. Et à 4 heures du mat, j'étais en train de m'endormir sur l'ordinateur et ça revient up. Et je me souviens, j'étais à côté d'un type et un des volontaires qui fait, ouais, c'est bon, on peut lancer. Là, je fais 4 heures du mat, frère, va dormir. J'étais tellement blasé. Et on a complètement raté la deuxième rafle qu'on a dû vendre à la main, qui a été hyper dur à vendre, etc. Parce que OpenSea était down. Et tu peux faire ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux prévoir ça. Et ce qui est intéressant, c'est pas que OpenSea est down, c'est comment tu réagis au fait qu'OpenSea est down. Parce que le fait qu'OpenSea est down, ça nous a foutu dans une merde de folie, puisque toute la hype qu'on avait créée est tombée à zéro. Et donc on se retrouve avec un stock de NFT qui n'est pas vendu. Et bien il y a deux types de gens dans ce genre de moment. Les gens qui disent j'ai raté, et il y a les gens qui disent bon, 1000 NFT, si on en vend 20 par jour, dans 50 jours c'est bon, 20 par jour ça fait 2 par heure, ouvrez, franchement ça se fait. Et j'ai littéralement fait ça au phone. Sur les 1000 NFT de la deuxième rafle, j'en ai vendu à la main 650. En créant les comptes, les machins. À un moment, Discord m'a banni parce qu'il a cru que j'étais un bot. Et pourtant, je n'étais pas un bot. C'est d'habitude. Ouais. et ça, en fait, tu vois, c'est le rapport au réel. Ouais. Le rapport au réel, il y a des gens qui ont envie de vivre dans un monde tel qu'ils l'ont imaginé.
et qui, quand ils se prennent le réel dans la tronche, ils disent c'est pas juste. Et il y a les gens qui disent bon, c'est pas grave, on va trouver une solution, on va faire quelque chose. On va prendre cette nouvelle data que le réel nous donne et puis on va l'adapter. Et cette capacité, cette flexibilité mentale, c'est beaucoup plus important que l'intelligence. Beaucoup plus important. J'ai remarqué que les gens qui ne savaient pas changer d'avis vite, ils n'allaient pas très loin. Ça, c'est vraiment... vous ne pouvez pas. Parce que c'est impossible de tout savoir sur tout. Donc, regardez, il y a une image mentale très simple que vous pouvez tous avoir en tête. Quelle que soit la quantité de savoir que vous avez, c'est une boîte. OK ? Donc, imaginez votre quantité. Imaginez que vous êtes tous des gens extrêmement intelligents, extrêmement cultivés, incroyablement profonds. Vous avez une très, 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 très grosse boîte. Visualisez cette boîte. Maintenant, visualisez la taille de tout ce que vous ne savez pas. Bah, la boîte, elle a l'air toute petite d'un seul coup. Et c'est fou. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tous les gens intelligents finissent dans des sectes. Parce qu'à un moment donné, plus vous savez des choses sur les choses, et plus vous savez que vous savez rien. Vous avez jamais remarqué ça ? Vous rencontrez, par exemple, Macron, il se prend pour un épidémiologiste. Il lit des articles d'épidémiologie. Et il vient à la télé, il dit « Ouais, j'ai tout lu, j'ai tout compris. » Alors, on est toujours dans le Covid, les gars. Vous parlez des épidémiologistes, vous leur dites « Alors, le Covid ?» « Ouais, on sait pas. Hein. » Non, mais c'est dangereux ou pas ? Ouais, alors, c'est peut-être dangereux, c'est peut-être pas dangereux. Ouais, dans le doute... Bon, c'est dur à dire. Mais je vais en mourir. Ah, on meurt tous un jour. Bah oui, on meurt tous un jour. Hein. Et les mecs, regardez le monde de timbré dans lequel on vit depuis 2 ans. Les pour et les contre. Ils sont... Franchement, moi je propose, on les met tous sur une île. On leur donne des armes. Et on les laisse se buter. Et nous, on enlève les trucs et on vit tranquille. C'est incroyable. Et ils ont tous l'impression d'avoir raison et que tout le monde a tort. Ça, cette capacité incroyable que les gens ont de croire qu'eux, ils ont raison et que tout le monde a tort, moi, ça me fascinera toujours. Ça, j'ai jamais compris. Et les gens, le doute, hein, ça les perturbe pas. Hein, c'est vraiment... Alors, par exemple, moi, j'ai l'air de ne jamais avoir de doute parce que c'est mon métier. Mais en fait, j'en sais rien. Moi, quand je rentre à la maison, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai dit encore ? Oh là là, j'espère qu'il va pas trop m'écouter. Par exemple, ça, c'est un des pires struggles de mes 10 ans à The Family. Vous ne pouvez pas faire autrement que agresser un entrepreneur pour le bouger. Grosso modo, un entrepreneur, c'est trop dur, ça fait trop mal. Donc, la seule façon de faire, c'est de donner des coups de fouet. Donc les mecs, ils viennent en rendez-vous, ils disent « Ouais, je comprends pas. » Je dis « Ah, c'est normal. Tu prends ton téléphone, tu fais 100 calls et tu verras, ça marche. » Et après, tu rentres chez toi, tu fais « Putain, est-ce qu'il fallait passer au téléphone ou par email ?» Putain, le pauvre, quoi. Et les entrepreneurs n'imaginaient pas à quel point je souffrais de ça. Virgile m'a vu dans des situations... J'ai une anecdote avec lui à mourir de rire. Ouais. Ça faisait 2 semaines qu'il travaillait pour moi et au début, il venait dans tous mes rendez-vous parce que c'était une tradition à The Family quand les gens rejoignaient l'équipe. Et ils étaient immergés, ils venaient, ils voyageaient. Alors, déjà, pendant quelques semaines, ils avaient l'impression de vivre dans une gare et un aéroport. Parce qu'on voyageait beaucoup, etc. Et puis, et je rentre dans un meeting avec une boîte. Et c'était une boîte qui avait des gros problèmes. Et je rentre dans le meeting de la boîte. Et vraiment, vraiment plus des postures de domination, quoi. Genre, c'est-à-dire, quand vous parlez à ces gens-là, il faut vous lever. Il faut bomber le torse, il faut leur dire il faut faire ci, il faut faire ça, et ta ta ta, et ta ta ta. Et je commence à dessiner un schéma au tableau, ta ta ta, ta 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 ta. Et les mecs, ils sont exaltés, ils trouvent ça génial, ils partent, ils font le truc et tout. Et Virginie, elle fait waouh, putain, comment t'es trop fort, je savais pas que t'étais. Je t'ai pas dit ça. Je savais pas que tu savais tout ça sur ce sujet-là. Et ça, c'est possible. Ouais. Ça sort souvent la chemie. Et je t'ai dit, bah non. J'en sais rien, moi. Et Virgile devient tout blanc. Il dit, comment ça, t'en sais rien? Ben non, mais j'étais tellement désespéré pour eux que je me suis dit, franchement, la seule chance qu'ils ont, c'est qu'ils aient un coup de chance. Et la seule façon d'avoir un coup de chance, c'est qu'ils fassent n'importe quoi. Donc il faut y aller. Et c'est une boîte, je ne vous donnerai pas le nom de la boîte parce que ce serait gênant, mais c'est une boîte qui cartonne aujourd'hui. Et alors, ils cartonnent, rien à voir avec mon plan, hein, by the way. Hein. Parce qu'en fait, les mecs sont arrivés au bureau, ils ont démarré le plan, il n'y a rien qui a marché, mais ils étaient tellement en mouvement qu'ils se sont dit, c'est parce qu'on n'a pas compris ce qu'il nous a dit.
Et jusqu'à présent, les mecs sont persuadés qu'en fait, à ce moment-là, j'ai eu la vision stratégique du siècle. Et j'espère qu'ils regarderont cette vidéo et qu'ils comprendront de qui je parle. Je n'en avais aucune idée. Mais vous pouvez pas, vous imaginez, vous rentrez dans la pièce, vous dites, les gars, alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Aucune idée. On va survivre. Oh alors là, j'ai admis de la vie. Ça marche pas. C'est pas. Et en fait, et c'est fou parce que les gens ils disent ah ouais mais si tu sais pas machin. Mais personne ne sait. Personne. Personne ne sait. Personne sur Terre sait ce qu'il faut faire. Je veux dire, si les gens savaient ce qu'il fallait faire, ils seraient déjà tous riches. Si moi je savais comment faire des startups, je serais milliardaire. Enfin, il y a un moment, c'est pas. Et en fait. Ce qui est terrible, c'est que de temps en temps, et d'ailleurs, ça c'est un des trucs les plus terribles à The Family, c'est que il y a une génération entière là d'entrepreneurs successful qui sortent de The Family et qui commencent à donner des interviews, des leçons sur leur vie et tout. Et moi, je suis atterré parce que évidemment, ils comprennent rien à leur succès, mais c'est normal. Et donc, ils croient que ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'il faut faire. Et ça, c'est pour ça qu'il ne faut jamais, jamais écouter les gens successful pour vous raconter ce qu'il faut faire. Jamais. C'est un truc... Parce qu'en fait, eux, ils croient que ce qu'ils ont fait, ça marche, mais ça marche pas. C'est de la chance, c'est du contexte, c'est de l'opportunité, c'est du travail, c'est de l'effort. Mais ça, c'est dur à... par exemple, une bonne anecdote, vous demandez à un CEO d'une boîte pourquoi ça marche, il va vous dire, parce que j'ai créé la meilleure équipe du monde. Et ce qui est important, c'est de créer une très bonne équipe. Ouais, ça veut rien dire. C'est quoi une bonne équipe? Allez, essayons ensemble de définir objectivement bonne équipe. Par contre, vous parlez à l'équipe et vous leur dites pourquoi il a réussi. Il dit ouais, ce mec il est incroyable. J'ai toujours, à chaque fois que je le vois et je rentre dans une pièce, j'ai envie de me dépasser. Et je sais pas pourquoi. Il me produit ça. Mais lui, il en a pas conscience qu'il produit ça chez les gens. Lui, il pense que les gens ils sont bons. Mais pourtant, il n'y a aucune façon objective de définir que quelqu'un est bon. Aucune. Par contre, amener les gens à faire quelque chose, c'est un truc que les gens qui travaillent avec Steve Jobs disent. 100% des gens qui ont travaillé avec Steve Jobs disent Steve Jobs, on est dans une pièce avec lui, on veut l'impressionner. Et comme c'est une déité, pour impressionner une déité, il faut faire des trucs de ouf. Et moi, je suis sûr que Steve Jobs, il avait compris le secret, en fait. En fait, à mon avis, il ne savait pas du tout ce qu'il faisait. Et il s'est dit, à un moment donné, on va juste pousser vers le haut. Et puis peut-être qu'on va finir par toucher Dieu, en fait. Parce que si on pousse assez, on va faire des trucs qui étaient considérés comme impossibles. Et souvent, on fait des choses qui sont impossibles parce qu'on ne sait pas qu'elles sont impossibles. Personne ne fait un truc impossible en se disant, alors les gars, c'est impossible, on va y arriver. Non, les gens ils disent, oui, alors voilà le plan. Puis après, il n'y a rien qui se passe comme le plan, puis ils adaptent et puis ils finissent par y arriver. Alors, moi j'ai jamais investi d'argent dans les startups. Le modèle The Family, c'était un modèle où on prenait 5% des chances de notre accompagnement. Ouais. Donc non, j'ai jamais eu ce problème. La vérité, c'est que le Covid, moi, ça a été un bouleversement dans ma vie parce que j'ai passé 9 ans dans une machine à laver. J'ai passé 9 ans à faire 60 à 70 heures de travail par semaine, de rendez-vous, de machin, de trucs. Puis d'un seul coup, on m'a mis à la maison. Et on m'a déplugué de la machine à laver. Et donc, je suis tombé complètement. Le Covid, le premier confinement, j'ai décompressé. Et vraiment, quand je vous dis que j'ai décompressé, j'avais l'impression d'être... je comprenais plus ce qui m'arrivait. J'étais déphasé, j'avais plus envie de rien. Tout me semblait être un effort. Donc, je pense que j'ai fait ce que les gens appellent un burn-out. Mais vraiment fait du truc où tu es tout le temps en mouvement, tu es en mouvement, tu es en mouvement, tu es en mouvement. Et d'un seul coup, ce mouvement ne vient pas de ton intérieur, il vient de ton extérieur. Parce que tu peux pas dire non. Je me suis rendu compte, j'ai envie de faire une vidéo avec mon agenda The Family sur 9 ans. Juste que les gens comprennent en fait le truc. Je me suis rendu compte que j'ai pas eu un week-end en 9 ans où j'ai pas bossé. Et je vous le conseille pas, hein. C'est débile cette histoire. C'est pas sain. Et donc, quand le Covid est arrivé et tout, j'ai eu cette phase où descend total. Et quand j'étais tout en bas,
J'ai commencé à lire des livres, écouter de la musique, regarder des films, enjoy life. Et franchement, j'y ai pris goût. Hein. Le premier confinement, j'étais dans un château avec 20 potes. J'ai creusé un trou pour créer un four. Ouais, c'est un fire pit. Je cuisais des codes T'as de tes prochaines bœuf. vidéos qui sont écrites pour toi, là, c'est super. Comment faire un bon fire pit. Et puis, il y a eu donc, ça a duré 6 mois, je crois, pendant le confinement. Et là, le monde a réouvert. Et on a. T'étais dans ton trou. On m'a replugué à des entrepreneurs. Et je m'étais assis face à des entrepreneurs. Et là, il y avait un problème. C'est que la passion n'était plus là. Leurs histoires de levée de fonds, de PGE, de VC, je suis passé d'être le meilleur au monde à savoir comment faire, comment truc, à mais s'il vous plaît, sauvez-moi. C'est quoi ce truc, quoi? Et je sais pas, un peu comme par exemple, j'adore les fraises. Et bah si je bouffe 3 bassines de fraises, je suis malade. Et en fait, je crois que j'ai bouffé trop de startups en fait. Et je me sentais écœuré, quoi. Et en plus, c'était pas de leur faute. J'ai eu des entrepreneurs. Première fois que ça m'arrive de ma vie, je reçois des messages, j'ai pas envie de répondre. Ah oui, ça oui, ça c'est non. Genre, et je voyais les emails s'accumuler et machin, et physiquement incapable de répondre. Et incapable d'accepter qu'en fait, les startups, c'est fini, quoi. Et là, on nous reconfine une deuxième fois. Et là, je me dis, attendez les gars, c'est quand même génial. Confinement, j'ai une excuse incroyable pour faire genre machin, un truc. Et puis, j'ai un Covid. J'ai un Covid assez grave qui coïncide avec le fait que des investisseurs de famille ne sont pas contents parce qu'ils sentent bien que je bosse moins. Et trucs et machin, et les histoires d'argent, et les articles, et la truc, et les voleurs, et blablabla. Ok. Et donc moi, je suis à l'hôpital avec un médecin qui me demande si j'ai fait mon testament. Oh, wow. Et qui me dit, voilà, votre CRP, elle est tellement élevée que on pense que vous n'allez pas passer la nuit, quoi. Ouais. Et alors là, je me suis dit, bon, c'est pas mal ce que j'ai fait, mais est-ce que vraiment la French Tech, les startups, est-ce que vraiment je vais impressionner mes petits-enfants? Est-ce que ma petite fille va me regarder avec des yeux d'amour en me disant, c'est toi qui a aidé à faire PFIT? Et c'est formidable, PFIT, hein. Je sais pas, mais je me suis rendu compte que The Family n'avait pas du tout rempli mon besoin de glamour. J'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de créer des trucs où je me dis, tiens, c'est des objets de culture. Et c'est vrai que The Family, de ce point de vue-là, c'était déjà une première tentative de culture, au sens... Dans tous les sens du terme. Et donc, je suis sorti de l'hôpital, j'ai survécu, machin. J'ai quand même mis 12 semaines à me remettre du Covid. J'avais mal, j'ai truc. Et là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai dit à mes associés à The Family, je leur ai dit, c'est génial, on va faire un modèle 100% en ligne. C'est formidable, remote, l'avenir et tout. Et en fait, ce que j'ai pas osé leur dire, c'est qu'au fond, moi j'avais envie de faire ça, c'était surtout pour pas... C'était finalement pour moins bosser, quoi. Sauf que ça marche pas. Ça marche pas de moins bosser. Les entrepreneurs méritent quand même en fait beaucoup d'attention. C'est un métier dans lequel on peut pas être en dilettante. C'est un métier dans lequel on peut pas être un touriste, quoi, en fait. Et au bout d'un an, je me suis dit, il faut arrêter le massacre, il faut partir, quoi. Il faut faire autre chose. Et c'est pour ça, donc, je me suis... Alice et Nicolas l'ont pas très bien pris, nos relations sont pas au top. Vous avez été mariés 9 ans avec des gens, puis maintenant ils vous détestent. Bon, c'est comme ça, quoi. Enfin, ça fait partie du grand jeu de la vie quand vous
vous partez avec une femme plus jeune, quoi. Pour une histoire de mariage. Elle est là en plus. Elle est en ligne. Donc voilà, ouais, forcément, ça fait mal. Alors, résultat, les dossiers sortent, les regrets, ce qu'on aurait pu mieux faire. C'est un process pas agréable, mais c'est un process nécessaire. Et puis moi, j'ai envie, en fait, j'ai une idée assez claire de ce que j'ai envie de faire. Le NFT avec Sofiane ça a été la première fois où j'ai pu faire un projet artistique, créer une image artistique, un storytelling, écrire. Enfin, c'est tout un nouveau set de skills que je n'avais pas développé à The Family. Là, je négocie les droits de mon premier dessin animé. Donc, je suis en train d'acheter des droits pour faire un dessin animé et j'ai envie de faire un studio de dessin animé. Et donc, ma prochaine aventure, ça va être d'utiliser les NFT comme un outil au service d'une vision qui est que la plus belle chose qu'on puisse faire pour changer le monde, c'est d'éduquer les gens jeunes. Et que la meilleure façon d'éduquer les gens jeunes, c'est de leur raconter des belles histoires. Et le dessin animé. Et donc, je fais mon propre club Dorothée. T'as vu, la boucle est bouclée. T'as tout compris. Ils n'ont pas voulu de moi, je vais faire le mien. Et oui, Dorothée. C'est comme ça qu'on se retrouve. Tu vas écrire un message de réconciliation sur Instagram. T'as une question, Radi? Avant le Covid, j'aimais bien jouer à la guerre économique. Je confirme. Je pense sincèrement que si j'étais né il y a quelques centaines ou quelques milliers d'années, j'aurais été en première ligne. Attention, Thomas. Non, vraiment. D'accord. J'aurais adoré être César Cool. et aller conquérir la Gaule. J'aurais adoré être Gengis Khan et conquérir le monde. Pour la gloire. Ouais. Oui, puis attends, la guerre, ça reste le jeu où l'adrénaline est le plus excitant. Enfin, tu peux, c'est toi ou eux. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on a inventé la guerre économique qui est beaucoup plus civilisée. Hein. Je trouve qu'il y a une sacrée évolution, que personne ne meurt dans le process et que tout le monde ait le droit de rejouer à l'infini. Donc ça, c'est cool, je trouve. Tu vois, c'est une vraie évolution de l'humanité qui est plutôt positive. Mais avant le Covid, j'adorais jouer à cette guerre économique. Finalement, un truc que je me suis rendu compte avec le temps, cette guerre économique, elle est en fait très artificielle, elle n'existe pas. Tu te chauffes en te disant la concurrence, le machin, mais en fait, c'est finalement qu'une course avec toi-même. Et les meilleurs entrepreneurs de The Family, ils étaient en guerre contre personne. Les meilleurs entrepreneurs de The Family, ils étaient dans un marathon envers eux-mêmes et ils étaient disciplinés, etc. Et j'ai beaucoup appris d'eux. Je pense que sur les 10 dernières années, mon niveau d'agressivité s'est vachement réglé. En fait. Je ne sais pas pourquoi j'étais si agressif. En fait. C'est comme la pub Orangina Rouge. Pourquoi est-il si méchant? Et en fait, ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est que la chose que j'ai fait qui m'a fait le plus kiffer, c'est de raconter des histoires et de changer le mindset des gens par des histoires. Le storytelling, c'est un outil hors du commun. Une bonne histoire, ça permet de comprendre quelque chose ici et pas quelque chose là. Et expliquer les choses là, c'est important. Hein. Il y a des gens qui le font très bien, il y a les profs, il y a l'école, etc. Mais c'est pas suffisant. Il faut aussi comprendre les choses là. Si vous ne comprenez pas les choses là, ici, ça ne tourne pas. Et je trouve que l'enjeu de raconter aux gens en masse, mainstream, parce que je trouve que le vrai art, il est mainstream, moi. J'ai jamais créé... tous les gens qui se prétendent être artistes et compris que par quelques-uns, je pense qu'ils ont raté un grand pan de l'intérêt de l'art, en fait. Et donc, le mainstream, c'est dur, en fait, de faire quelque chose qui plaît à tout le monde. Et c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de... Ouais, changer les gens et... Enfin, au moins leur permettre de décider s'ils ont envie d'entendre ce message ou pas et d'être dans un processus actif de réflexion. Je vous donnais le sujet de mon premier dessin animé, je peux vous le raconter en excuse si ça vous amuse. Je trouve qu'il n'existe aucun film qui positive le fait de rompre avec ses parents.
C'est un sujet que je trouve dans tous les films, quand les parents sont des tortionnaires monstrueux, la conclusion c'est en fait c'est pas de leur faute et à la fin tout le monde est heureux. Et pour avoir dans mon entourage des gens qui ont souffert de parents profondément malfaisants, parce qu'il y a des parents qui sont malfaisants, il y a des gens qui ne devraient pas avoir d'enfants et qui sur leurs enfants mettent des souffrances, etc. Ils vivent dans une espèce de culpabilité permanente il ne faut pas avoir rompu avec ses parents. Et ma meilleure amie est quelqu'un d'incroyable. Et à l'âge de 17 ans, elle a écrit une lettre à ses parents en leur expliquant toute la souffrance qu'elle a eue toute sa vie et en rompant avec eux. Et depuis, elle va très bien parce qu'à un moment donné dans sa vie, elle a décidé de renier ses parents. Et il n'y a aucun storytelling positif là-dessus. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'encourager les gens à renier leurs parents. C'est pour changer le monde. Le message le plus subtil, il est justement d'aborder avec beaucoup de subtilité un sujet qui est extrêmement délicat. Et je trouve que le faire avec un film à 3 niveaux, qui peut être compris par les 8-12 ans, qui peut être apprécié par les 12-18, et qui peut être glorifié par les plus de 18, si tu arrives à faire une œuvre comme ça, eh ben, tu peux faire un vrai débat culturel et un vrai changement de paradigme sur ok, en fait, dans la vie, les parents, c'est comme les champignons, il y en a des bons, il y en a des toxiques, quoi. Et malheureusement, évaluer le tirage au sort qu'on a reçu de la vie, ça fait partie de l'éducation de tous les enfants, en fait. Tous les enfants devraient être éduqués à savoir où se situent leurs parents sur la chaîne et comment avoir la bonne distance et comment finalement avoir une chance de ne pas porter à vie les traumatismes des précédentes générations sous prétexte qu'ils sont juste là et ils sont tombés dans le mauvais sperm club, quoi. Donc, et en fait, c'est ça qui est incroyable dans le dessin animé, c'est que tu peux derrière de la frivolité, derrière de la magie, de l'amusement, des personnages, de la couleur, etc., tu peux mettre des trucs très, 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 très profonds que je trouve plus difficile à aborder dans un film avec des acteurs, plus difficile à aborder dans un livre. Je trouve que c'est des médiums moins mainstream. Ouais. Les gens, ils lisent pas vraiment des livres. Les livres, c'est quand même un truc de... C'est dur de faire un livre que les gens lisent, surtout de nos jours, quoi. Donc voilà. Ça dépend si t'es connu. Il y a des gens qui... Grâce à leur... Les livres les plus lus du monde en chiffres, c'est tout petit comparé... Il y a plus de gens qui ont vu le film Harry Potter que de gens qui ont lu le livre. Hein. Et pourtant, c'est l'un des livres les plus lus juste derrière la Bible. Hein. Et en plus, le problème de la lecture, c'est que... Il y a un truc qu'Antoine Compagnon appelle la réception de l'auteur, du lecteur. C'est quand tu lis, tu reçois ce que tu as envie de recevoir. Alors que quand tu regardes, c'est plus normé déjà. Tu es plus forcé de voir ce qu'on a envie de te dire, quoi. J'ai une anecdote marrante. J'ai une amie qui m'a offert un livre quand j'étais au lycée. Elle m'a dit, tu verras, il y a une histoire d'amour incroyable dans ce livre. Ah oui, c'est vrai. C'est d'une poésie fabuleuse. C'est quasi de l'érotisme et tout. Je lis le livre hyper excité, je trouve rien. Rien du tout. Donc, et à un moment, elle regarde le livre, elle cherche, elle trouve rien. Et effectivement, il y avait une phrase et il la culbuta derrière le cerisier. Et elle, cette phrase, l'avait emmenée dans un monde magique pendant des semaines, quoi. Et une fois que la magie était tombée et tout, et que tu reprenais le livre, on ne trouvait plus, en fait. C'était finalement pas si magique que ça, ce qui s'était passé. Et donc, je trouve que le film est un médium... c'est un médium qui me va bien, je trouve. Et sans humain. Ça, c'est un truc... j'ai vu ce que font les humains dans les startups. D'ailleurs, un truc pour tous les complotistes du monde, hein, je vous le dis, tous les gens qui croient que les gens arrivent à se réunir dans des pièces et à comploter pour faire des trucs, c'est parce qu'ils n'ont jamais dirigé une startup. Hein. C'est un truc de fou, les gens. Hein. C'est entre ce qui vous avez là, ce qui passe ici, ce que les gens reçoivent ici et qui se processent là, et fois N personnes, putain. Et vraiment, hein, vous croyez que vous êtes clair, que vous êtes... Ah, c'est hyper dur.
Donc non, on va faire des personnages artificiels. Tu vois, et alors, un truc que j'ai jamais compris, c'est pourquoi les personnages de dessins animés n'avaient pas leur propre vie sur les réseaux sociaux, etc. Après, ça c'est un truc que j'ai envie de faire. Regarde le métaverse de Garfield. Ouais, mais j'ai vu ça. T'as vu? Oui. Ouais. Mais moi, j'aimerais trop suivre la Reine des Neiges, lui parler. Non, mais attendez, elle est trop cool, la Reine des Neiges. C'est trop une thug. Franchement, dans les personnages contemporains de femmes rebelles et indépendantes, elle se pose là, elle, tu vois. Donc ouais, je sais pas pourquoi ils développent pas plus ça. Bon, on le fera pour Il y a eux, quelque quoi. chose à faire. Ouais. Ah, c'est vrai, j'en ai parlé que d'un seul. Je vais pas parler du deuxième. Bien Donc, je vu. leur transmets pas le mérite. Et la deuxième que j'ai vraiment pas envie de leur transmettre, c'est la soumission. Je trouve que on habitue trop les enfants à la soumission et on se rend pas compte du coût que ça a après. Alors forcément, quand ils sont au stade là, d'animal, c'est pratique, la soumission. Ça fait pas de bruit. Puis en plus, c'est facile de les discipliner et tout. Mais après, quand ils ont 20 ans, 30 ans, 40 ans et que je vois comment ils vivent leur vie, je me dis putain, tout ça pour ça, c'est terrible. Il faut pas soumettre les enfants. Il faut les laisser sauvages. C'est bon, c'est casse-couille, hein, les enfants sauvages. Ça fait du bruit dans les magasins, ça machin. Mais en grandissant, ça se calme tout seul en fait. Et après, ils sont quand même plus. Moi, ayant été un vrai enfant sauvage et sage, ma mère avait une obsession dans mon éducation, c'était de ne jamais me soumettre. C'était vraiment un truc dans notre culture, genre on est pauvre, on est riche, mais jamais on est soumis, quoi. C'est une obsession de ça. Et à tel point qu'elle voulait que je sois soumis à rien. Elle avait un deal avec moi. Elle m'a dit que j'avais le droit d'être libre et de faire ce que je voulais, à une condition, c'est de ne pas boire une goutte d'alcool avant mes 18 ans. Et moi, j'ai passé mon collège, mon lycée à être avec des gens qui buvaient de l'alcool autour de moi, qui me proposaient de l'alcool et à qui je disais non, par volonté. Parce qu'en échange, j'avais une liberté incroyable. Je rentrais à 3h du mat. Moi, dès l'âge de 13-14 ans, j'ai le droit d'entrer à 4h du mat, 5h du mat, 6h du mat, de faire ce que je veux, d'aller en fête, de trucs, de faire du vélo, d'aller nager. J'ai grandi à Tours, j'allais nager nu dans la Loire la nuit avec des gens. J'ai eu une enfance incroyable. Et tous mes potes étaient là, ouais, vas-y, bois un truc. Et j'étais là, mais non, vas-y, va te faire foutre en fait. C'est toi l'esclave, c'est pas moi. Et ça vraiment, c'est le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait. C'est le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait. Et je pense. Moi ça me fait quand même beaucoup de peine de voir les gens savoir exactement ce qu'ils doivent faire et d'être incapables de le faire. Ça, c'est vraiment le truc le plus. Et c'est vrai, dans toutes les situations, c'est triste. Les gens qui subissent des violences et qui ne peuvent pas les dénoncer, c'est vraiment trop triste. Les gens qui n'aiment pas leur travail, mais qui continuent d'aller au travail, alors qu'ils ne sont pas ouvriers textiles dans les Vosges. Je veux dire, on est quand même dans, par exemple, la France, on est dans un pays où 90% des salariés se comportent comme s'ils étaient ouvriers textiles dans les Vosges. Quelle que soit leur situation, tu vois des gens, ils sont ingé blockchain, ils claquent des doigts, ils ont 400 CDI, 300 propal, ils peuvent être payés en Ether, en ce qu'ils veulent, et ils sont hyper angoissants en disant « Ouais, alors ma retraite ?» Putain. Et moi, je m'en souviens, moi j'ai vécu tout ça comme un outsider. Quand je suis arrivé à l'école en France, ma maîtresse en CE2, je crois que je suis arrivé en CE2, quelque chose comme ça, et qui nous parlait du chômage. Moi, je venais du Liban, ça n'existait pas le chômage. Il n'y a pas un Libanais au chômage dans le monde. Je veux dire, un Libanais au chômage, c'est un entrepreneur. C'est pas... aucun Libanais au monde ne prendra le titre un jour de chômeur. Moi, j'ai des oncles qui n'ont pas bossé un jour dans leur vie. Pas un jour, ils ont vécu en grappillant de leurs frères, de leurs sœurs, de leur mère, 20 balles par-ci, 20 balles par-là. Tu les vois, tu les écoutes, c'est les rois du monde. Et parce que c'est un putain d'état d'esprit, quoi.
Et je me souviens, cette maîtresse qui était là, oui, alors il faut bien travailler à l'école, sinon vous allez au chômage et tout. Et moi, je raconte ça à ma mère. Ma mère, tu ne les écoutes pas. Il y a une autre histoire que j'adore raconter, mais qui montre l'importance de l'éducation quand t'es enfant. J'ai 9 ans, et je vais jouer chez un copain, et sa mère fait une tarte. Et on est 5, et elle essaie de couper la tarte à part égale. Alors, première approche de pi sur 5. Premier émoi mathématique de l'impossibilité d'une figure, tu vois. Et ensuite, une espèce de surprise sur pourquoi elle voulait absolument 5 parts égales. Et ça m'a fait rire parce que moi, dans ma famille, quand il y a une tarte, il y a une négo pour la taille de la part. D'abord, il y a des gens qui prennent des plus grosses parts que d'autres. Déjà, il y a des gens, ils veulent des plus petites parts. Je trouve ça, c'est une forme de torture de les obliger de manger la même taille de part que les gens qui veulent manger plus. Parce qu'on voit toujours l'égalité comme un truc positif. Parce qu'on essaye toujours de niveler l'égalité par le haut. Mais on oublie toujours que l'égalité, c'est aussi une forme de domination par le haut. Tu veux manger 100 grammes de tarte et on t'en met 300 parce que c'est la même part que tout le monde, bah vas-y, mange ta tarte, quoi. Et à côté de ça, il y a des gens qui en ont envie de plus et qui se font prendre illégitimement de la tarte alors que, franchement, ils pouvaient en manger 2-3 parts, quoi. Facile. Et moi, je me souviens de rentrer, et alors, d'abord, je me souviens de parler avec cette mère, j'oublierai jamais Madame de Dieu. C'était Madame de Dieu. Madame de Dieu, ouais. C'était la mère de Thomas de Dieu, qui était adorable. Elle était solaire, elle avait un accent du Sud et tout. Mais elle voulait bien faire, tu vois. Et alors, je me souviens d'essayer de lui expliquer pourquoi c'est pas possible de diviser par 5 et qu'il fallait diviser par 6 et c'est pas grave, on jette une part. Bon, c'est pas passé. Parce que j'essayais de la laisser dans son plan d'égalité, quoi. Mais là, c'était du gâchis, c'était encore pire. Et ensuite, d'essayer de comprendre et de rentrer, de raconter ça à ma mère et de me souvenir de l'effroi de ma mère, qui pour elle, c'était une forme de folie furieuse. Genre, ma mère, c'était, mais tu ne reverras jamais ces gens. On se calme, ils sont quand même très sympas dedans. Et c'est la soumission, c'est un truc qu'on intègre tous et qu'il faut... Enfin, on vient de vivre l'une des plus grandes périodes de soumission de l'histoire depuis les 2 dernières années. Peu d'entre nous ont fait quoi que ce soit contre, moi le premier. J'ai décidé d'aller vivre dans ma caverne et de tous vous laisser vous démerder. Donc, je suis pas... Et ma caverne est suffisamment grande pour être agréable. Et on a fait des dîners, des fêtes. C'était génial. Et c'est quelqu'un qui a failli mourir du Covid qui vous dit ça. Hein. Je sais pas. Je voyais pas pourquoi, sous prétexte que c'était dangereux, qu'il fallait pas le faire en fait. Et c'est pour ça que les gens fument, c'est pour ça que les gens boivent, c'est pour ça qu'il y a des gens qui font l'amour sans préservatif. Les comportements à risque dans la vie ont de la valeur. Hein. Sinon, personne ne le ferait. Hein. C'était pas agréable de fumer et boire, personne ne le ferait. Hein. Il y a un moment, les gens sont un peu... Et donc oui, effectivement, quand il y a une épidémie, qu'il y a un virus, bah, tu fais une fête, bah, tu prends un risque. Quoi. Et le fait de pouvoir garder ce risque et de pouvoir choisir ce risque, c'est un droit très 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 fondamental qu'il ne faut pas perdre. Hein. Et on commence... Et d'ailleurs, en parlant des enfants, on vient quand même de faire vivre une génération d'enfants sous masque, avec des cercles dans la cour, en leur disant qu'ils doivent jouer dans ce cercle et pas sortir de ce cercle. Moi, ces images, ça m'a... J'avais envie de brûler l'éducation nationale. Comment on a pu en arriver là? Ça va faire une génération de moutons insupportables. C'est très très dur. Hein. Il faut ça et réfléchir. On est tous, on a tous des soumissions, on a tous des peurs, on a tous. Réfléchissez-y. Si dans votre vie il y a des choses qui ne vont pas, changez-les radicalement. Ne vous laissez pas faire. Vous ne pouvez pas vous laisser faire. C'est trop dur. Après, vous mourrez avec des regrets. Il y a une infirmière à l'hôpital avec qui j'ai parlé, je lui ai demandé c'était quoi les pires regrets que les gens avaient avant de mourir. Et elle m'a sorti une liste, j'étais déprimé, quoi. Les gens ont sur cette liste des choses inadmissibles. Oui, j'ai pas parlé à machine. Je me dis, putain, mais c'est pas vrai, quoi. Si les gens disaient, ouais, je regrette, j'ai pas réussi le concours d'astronaute. Bon, ok.
La barre, elle est haute. Essayez de mourir avec des regrets dont vous n'êtes pas responsable. Et dont la barre à l'entrée est tellement élevée que finalement, c'est des regrets, mais bon, vous avez joué au jeu, quoi. Merci. Merci à toi. Hein? Tu peux conclure pour la prochaine? Oui, écoutez, on est super contents, merci d'être venu, c'était vraiment Plaisir. génial. Et oui, pour la prochaine, on fera sans doute justement, on continuera sur cette question d'infrastructure avec un spécialiste des QR codes pour essayer de justement un peu dans la même veine, c'est-à-dire plutôt que d'essayer de prier pour que ça n'arrive pas, essayer de qu'est-ce qu'on fait avec. Donc voilà, on fera ça et ça sera dans un mois, je pense un mois et demi. Donc on vous tiendra informé. Et juste pour conclure, pour accompagner la sortie, on va. Parce que Oussama t'a. Merci Cyril. Laisse-moi parler. Alors, Non mais parfois, ce que je trouve drôle avec toi, c'est que une fois, je me rappelle, dans le premier taxi qu'on avait pris ensemble, tu m'avais dit oui, je donne beaucoup d'argent à une ONG, mais le dis pas parce que ça corromprait le message. Et parce que je t'aime. Et du coup, on va juste pour que vous voyez ce que Sofiane fait et ce que du coup Oussama crée aussi, on contribue à créer au-delà du discours.